et j'entends juste le mot Hugo. Et je croise plein de têtes du monde du trail qui disent « Allez Hugo, t'es incroyable Hugo !» et tout. Et je voyais l'émotion dans certains visages d'autres jeunes trailers qui ont à peu près mon âge, qui me voyaient faire déjà de l'ultra, ou je sais pas, en tout cas, pas de la jalousie, mais ils disaient « Ouais, il est sur l'ultra et tout ». J'avais un peu cette sensation, tu vois, qu'ils étaient là, admiratifs, un regard admiratif de beaucoup de monde. Salut à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans ce 101e épisode du LTP. Et oui, nous avons passé la barre des 100 épisodes, ça y est, c'est officiel et je suis extrêmement ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode. J'ai été invité chez lui à son domicile par mon invité et je le remercie une nouvelle fois. Avant de passer à sa présentation, je voulais passer quelques petits messages. Tout d'abord, je souhaite remercier du fond du cœur les nouveaux Patreons qui ont rejoint la communauté récemment et je pense à Charlotte Écolan, Giordano Maxime, Guillaume Giraudot, Alexandre Larpin, Sébastien Joubert-Gauthier. Je vous remercie toutes et tous de nous avoir rejoints dans cette superbe communauté dont les piliers fondamentaux sont le partage et la bienveillance. Donc si vous souhaitez nous rejoindre, rien de plus simple, rendez-vous sur Patreon, patreon.com/Let's Try le podcast. Et dans cet épisode, j'ai eu le plaisir de retrouver à son domicile varois un des espoirs du trail running et de l'ultra trail running français. Il est âgé de 21 ans, originaire de Strasbourg. Il commence récemment la pratique du trail et s'aligne initialement sur des courses au format court ou moyen, lors desquelles il écume les podiums et les victoires, et majoritairement dans la région sud. On retrouve des victoires sur le Search Trail, le Verdun Canyon Challenge ou encore le 50 km de l'UTCAM en 2021. Il termine d'ailleurs avec presque une heure d'avance sur le second. Et c'est à cette occasion que j'ai pu solliciter Hugo qui a gentiment accepté mon invitation. Il a récemment basculé sur des formats plus longs et termine dans le top 20 de la Trans-Gran Canaria en février 2021. Une victoire sur la Swiss Canyon Trail accompagnée de Benoît Girondel. Et plus récemment, il termine à une magnifique 5e place lors de la CCC sur l'UTMB 2021. Nous échangerons sur son histoire de vie, ses premiers pas de trail, ses premières expériences d'ultra et ses objectifs pour l'avenir. Je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps et je vous laisse profiter de ma conversation avec Hugo Deck. Aujourd'hui, je suis avec Hugo Deck. Salut Hugo, merci de me recevoir à la Roquebroussanne. Et pour la petite anecdote, c'est le 3e essai et je ne suis pas réveillé aujourd'hui. Donc merci à toi Hugo. De rien Nico, salut à toi. Tu vas avoir l'impression un peu de te répéter parce que c'est la 3e tentative. Tu as gentiment accepté mon invitation à l'arrivée de l'UTCAM du 50 km que tu as gagné en 2021. Tu avais un peu d'avance sur le deuxième. Tu te rappelles un peu de cette période-là ? Ouais, bah moi je me rappelle surtout que pendant toute la course, je pensais que le deuxième il était à 3 ou 4 minutes. Donc j'ai donné tout jusqu'au bout. Est-ce que tu peux te présenter Hugo en quelques mots ? Bon, en quelques mots, je m'appelle Hugo Deck, je suis né à Strasbourg. Et je vis maintenant dans le Var depuis 4 ans. D'accord. Donc tu disais tout à l'heure, en off, tu es parti de Strasbourg à 3 ans, donc pas beaucoup de souvenirs j'imagine. La raison de ces déménagements Donc oui, je suis parti à Strasbourg à 3 ans parce que mon père a commencé une usine d'acier en Lorraine. Ouais. Donc là on y a passé encore 2 ans. Et après, il y a eu la crise de 2006-2008, des aciers, des usines. Il n'y a plus d'usines en France, ça sent. Ouais. Et donc, on est descendu dans le sud pour recommencer un peu une nouvelle vie. D'accord. Ces déménagements entre les Alpes-Maritimes, le Var et tout, c'est lié toujours à l'activité professionnelle de ton père. Premièrement, du nord au sud, c'était... Oui, du nord au sud, c'était à cause professionnelle. Et après, dans le sud, on a juste un peu bougé parce qu'il fallait trouver un endroit qui allait avec le budget de mes parents. La vie dans les Alpes-Maritimes est bien plus chère qu'ici dans le Var. Donc, mais maintenant, on est bien. Comme tu peux voir... Je confirme. On n'est pas trop mal. En plus, il fait beau. On devrait même aller courir un petit peu ensemble après, donc ça va être sympa. Ton environnement familial, des frères, des sœurs ? Ouais, j'ai donc une petite sœur qui va venir courir avec nous après. Ouais. Donc elle est en terminale à Brignoles, donc peut-être, je sais pas si t'es passé par là. Non, t'avais pas dû passer par là. Non, je suis pas passé par là. Et donc oui, une petite sœur avec qui je m'entends super bien. Et un grand frère donc qui lui est en dernière année d'école d'ingénieur et qui fait l'Ironman. Donc une famille sportive.
Que des sportifs. Donc justement, j'allais te poser la question. Dans cet environnement familial, le sport très présent alors, depuis petit. Ouais, mon père, il nous a toujours, surtout mon père, Ouais. donc il nous a toujours poussé à faire du sport. Donc lui, quand il était petit, il a fait plein de sports et surtout de l'escalade à fond. Ouais. Et ouais, on a toujours été inscrit dans une association sportive pour faire du sport. C'était quelque chose de, je pense, c'était même la priorité. La priorité, c'était le sport. Avant tout, avant les études, avant. La priorité, non, je dirais pas avant les études. La priorité, c'est d'abord le plaisir, Mhm. mais le sport a une place importante. Pour lui, c'est un moment où on peut se sentir bien et ça nous permet de nous évacuer, de nous libérer. Un Donc, équilibre, donner ouais. un équilibre. Mm. Le frère plus grand ou plus petit? Plus grand, Plus il grand. a 24 ans. Quelle était la relation? Donc, pas bien vieux, pas beaucoup d'écart entre toi et lui. 2 ou 3 on a ans. tout fait ensemble. Ouais, Tout. vous avez- On a donc on a fait le tennis ensemble, on a fait du judo ensemble, j'ai fait du basket, donc je reviendrai, j'en ai fait pendant 10 ans ensemble, on a commencé ensemble. Donc oui, on a toujours tout fait ensemble, on partait en vacances ensemble et tout. Donc un frère avec qui j'ai grandi avec mon frère. J'ai vraiment grandi avec mon frère. Est-ce qu'il y avait une notion de compétition entre vous ou ça a toujours été dans la bienveillance ou comment ça se passait? Ah, c'est fight, hein. C'est fight. Ouais, c'est entre frères, hein. Ouais. Non, mais ouais, on avait comme une notion de compétition. Ça, Ouais. c'est clair. On a toujours eu envie d'être un peu le meilleur. Ça, je pense que c'est même là où j'ai puisé mon esprit de compétition. Mhm. Ouais, on essaie toujours. Mais après, c'était assez bienveillant, mais on essaie toujours d'être meilleur que l'autre. Mais s'il y en a un qui était pas bien, on allait le ramener jusqu'à la maison. Mais ouais, il y avait une ambiance de compétition mais entre nous. solidarité. C'est ça. Et favorisé par les parents. Oui, bah surtout mon père qui était vraiment à fond dans le sport, ma mère est plus, je l'appelle maman poule, on va dire, qui est pas une sportive née, mais qui est toujours là à nous soigner, et oui, favorisée par les parents. Quand tu étais plus jeune, donc tu faisais basket, une dizaine d'années. Qu'est-ce que tu en as retiré de cette expérience dans le basket? Le basket, je peux en parler dans longtemps. Ah bah, tu peux. Bah, le basket, j'ai commencé le basket donc à 6 ans. Ouais. Donc j'ai commencé dans un petit club à côté de chez moi quand j'habitais à Metz. Donc j'étais le plus jeune là et j'ai tout de suite adoré. Donc je jouais avec mon frère. Ouais. Donc c'était un copain, mon frère, qui nous a amené au basket, il nous a dit de venir et on était une 6. Il faut être 5 pour jouer au minimum. Donc c'était tout juste. Vous êtes passé juste. Ouais, en plus il y avait une fille pour compléter l'équipe. D'accord. Parce que sinon on n'était pas assez. Donc ouais, à fond tout de suite dans le basket. Ouais. Ça j'ai adoré. Et donc après je suis descendu dans le sud assez rapidement. J'ai fait qu'1 an là-bas. Ouais. Donc j'ai fait 2 ans au Canet. Donc c'est juste à côté de Cannes. Et là, j'ai trouvé un club de basket, mais juste incroyable. Je leur remercie encore. Ils m'ont donné la passion du sport. Donc, je vivais en ville. C'était ma première fois que je vivais en ville et j'aimais pas trop la ville. Et il y avait un truc qu'ils ont mis en place, ce club. C'était qu'on pouvait faire un entraînement tous les soirs. Il y avait un entraînement tous les soirs pour les enfants. Ouais. Donc, j'ai passé pendant 2 ans au Canet à la salle de basket. Lundi soir, mardi soir, mercredi toute l'après-midi. Un vrai passionné. Jeudi soir, vendredi soir, samedi et même Ah dimanche en fait. Je pense que je passais plus de temps dans la salle de basket que chez moi ou en cours. Hein. D'accord. Et d'où ça venait cette envie de toujours pratiquer le basket envie de gagner, envie de progresser, envie de devenir professionnel ou c'était quoi tes rêves? Au basket, j'ai eu l'envie d'être pro, mais c'était pas la première envie. C'est surtout, je pense, quand j'étais enfant, j'aimais pas mon environnement au Canet. J'étais pas bien, j'étais en ville, je venais d'un petit village, on n'était que 6 au CP, donc vraiment une autre ambiance. Donc c'était un moyen de retrouver un petit village. En fait, ça faisait comme on se connaissait tous au club. Il y avait vraiment de nouveau cette ambiance de village et je pense que c'est pour ça que j'adorais rester au Canet. Et après, j'ai progressé rapidement. Forcément, quand on pratique, en plus en enfant, on progresse à une vitesse. Je pense qu'après, pendant toute mon adolescence, c'est un des moments dans ma vie où je me suis plus entraîné. Donc à 7-8 ans. Ah oui. C'est marrant à dire. C'est tôt, hein. Ouais, c'est tôt, mais je m'entraînais je jouais. C'était pas un entraînement, c'était juste que je passais beaucoup de temps. Ouais. Et ouais, j'ai progressé très rapidement, donc j'ai pris rapidement un petit niveau. Ouais. Et après, là, j'ai eu un deuxième déménagement. Et donc, deuxième déménagement, c'est à Saint-Janet. Donc, il y a le One and One de Germain Granger qui passe qu'on là-bas. salue. Katie et Germain. Voilà, donc
Là, je vais passer 7 ans, 8 ans à Saint-Janet. Ouais. Et donc là, Saint-Janet, je suis pas allé dans le club juste à côté de chez moi. J'ai quand même cherché un petit club avec un petit niveau. Donc là, j'ai commencé à vouloir un peu jouer avec un bon petit niveau. Et Quel âge tu avais là? là, donc, je suis rentré j'étais en CM1. Ouais. En CM1. Donc ouais, j'ai pu jouer avec, par exemple, là, avec Kylian Tilly. Donc, qui joue C'est le fils d'un entraîneur? Ouais, de Laurent Tilly. De Laurent Donc, Tilly, ouais. qu'on connaît un peu bien et Mhm. qui sont super gentils. Et ouais, j'ai pu vraiment m'épanouir là dans le basket. Donc j'ai fait pas mal de clubs. Hein. Donc j'ai fait 2 ans là à Cannes-sur-Mer. Mhm. Donc c'est un club, oui, c'est sur la côte. Et après, je suis allé à Saint-Laurent-du-Var parce qu'il y avait pas mal de copains qui étaient. On m'a dit que allez, viens, ça peut être sympa. Donc j'ai fait 4 ans à Saint-Laurent-du-Var où là j'ai pu jouer à un super niveau quand même. Donc j'ai joué en Benjamin Région, donc c'était plus haut niveau en moins de 13 ans. Et après, j'ai pu avoir ma première sélection départementale. D'accord. Donc j'étais en sélection départementale en basket. Et ouais, je m'épanouissais à fond dans le basket. Jamais aimé les cours de toute façon. Ouais. Donc moi, mon but, c'était partir le plus rapidement. C'était le sport. Ouais, c'était le sport, partir le plus rapidement à la salle de basket. Mhm. Donc ouais, je passais beaucoup de temps à la salle de basket. J'ai commencé un peu l'athlétisme. Même moment, je vais faire 2 ans d'athlétisme. Au collège ou Ouais, au collège, ouais. entre 5e et 4e. Ouais. Et ouais, je vais faire 2 ans d'athlétisme, mais ça va pas me plaire parce que va falloir lancer le poids. Voilà. Et rien contre les filles, mais bon, quand tu fais 6e fille au lancer de poids, ça fait toujours mal à l'ego. Hein. C'est sûr. Désolé, mais j'ai eu un peu du mal. J'ai préféré arrêter et mon ego, Il a pris un coup. il a pris un petit coup quand même, donc j'ai arrêté assez rapidement. Mais pas que ça, je sais pas, je me ressentais pas, j'avais pas le plaisir Ouais. complet à l'athlétisme et donc je suis resté encore au basket. Et ouais, mais j'avais quand même eu une petite notion de course à pied, c'était comme il faut pas que je l'oublie, c'était en CM2, un maître d'école. Ouais. En fait, en CM1, CM2, il nous inscrivait à toutes les courses de village autour de chez nous. Ouais. Et ça, c'est vraiment mes premières courses de course à pied. Ouais. Donc, tu vois, les courses enfants avant les grosses courses. Avant les grosses courses. Ouais. Ouais, bah, ils nous inscrivaient à toutes ces petites courses. Et ouais, bah, ma première course, je l'ai gagnée D'accord. en CM1. Et ça, j'en ai fait pendant 2 ans. J'ai fait des courses à pied. Même si je savais pas que j'allais faire ça plus tard. Mais ouais, pendant 2 ans, j'ai fait pas mal de petites courses comme ça. Ça m'avait bien plu. Et après, j'ai arrêté au collège. D'accord. J'étais un peu plus fainéant. Et le basket, ça se poursuit jusqu'à quel niveau et après ça s'arrête à quel moment? Bah alors, ça se poursuit donc en Benjamin. Là, j'ai fini en Benjamin donc à Saint-Laurent-du-Var. Ouais. Et donc j'ai pu jouer avec des joueurs comme où j'ai eu beaucoup à apprendre, c'est Kylian Tilly ou Isaiah qui a été en JO, aux Jeux Olympiques là en équipe de France, donc ça me fait toujours plaisir de les revoir. C'est une fierté. Ouais, c'est beau. Et donc après je suis allé à Antibes. Donc Antibes, c'est un peu le gros club du sud, de la région. Donc c'était un entraîneur Benjamin Paviani, il m'entraînait quand j'étais tout petit au Canet. D'accord. En fait, il a fini sa licence de STAPS et il allait entraîner à Antibes. C'était un de ses premiers boulots là. Ouais. Et il m'a dit oui, tu peux venir, t'as le bon niveau et tout. Donc avec plaisir, j'y suis allé à Antibes. Et là, j'ai passé 2 ans à Antibes et là, c'était pas simple pour moi. Parce que c'était un niveau... Bah déjà, c'était loin. Je suis pas allé en pôle espoir, donc il y avait beaucoup de routes. J'ai fait beaucoup de routes quand même. Et ça m'a fatigué pendant 2 ans. Et je m'entraînais 3 fois par semaine. Les autres s'entraînaient tous les jours, 2 fois par jour. Ouais, t'es un peu décroché du coup. Ouais, j'avais plus le niveau, j'avais pas l'implication. Ouais. Ça va m'aider pour le trail. Au moins que j'ai remarqué qu'il faut avoir une implication dans un sport pour avoir le niveau. Mais j'ai décroché, mais j'étais à fond. À chaque fois que j'étais sur un match, j'étais à fond. Donc là, j'étais en niveau de Minime France. Ouais. On appelle ça Minime France. Donc c'est, en gros, on joue dans tout le quart sud-est. Et après, quand on finit, donc on a une première phase de poule, une deuxième phase de poule haute. Et après ça, on fait quart de finale, demi-finale pour être champion de France en fait. D'accord. Et nous, on a fini dans la deuxième phase de poule haute. On fait 2e, mais au goal à virage, on s'est fait avoir. On n'est pas allé en quart de finale. Et ouais, bon, bah là, je commence à voir que mon niveau était un peu en dessous de certains gars. Donc, je me démarquais parce que je donnais tout sur le terrain. On m'appelait le boucher.
Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Il y a des Le basketteurs. boucher. Ouais, c'est des basketteurs qui se rappellent de moi et ils savent que c'est pas drôle de jouer contre moi parce que je donne tout sur un terrain et je finissais souvent à 5 fautes. Ouais. On avait le droit à 5 fautes, alors je me disais je l'ai fait les 5 fautes si je faisais tout pour gagner, je donnais tout. J'avais pas le niveau technique ou le physique, mais je donnais tout pour gagner. Et ouais, j'ai des belles anecdotes, par exemple il y a une contre-attaque, il y a le gars qui part en contre-attaque, il va marquer, ils vont gagner le match, et la seule façon qu'il gagne pas, c'est je saute la tête en avant et je lui rentre dans les côtes. Mais je sais pas, c'est juste que sur un terrain, j'étais un animal, je sais rien, j'étais pas le même sur un terrain de basket. Tu te transformais. Ouais, je me transformais. Donc après ça, j'ai arrêté, je commence à la descente, on va dire, je commence à diminuer le niveau. Donc là, je m'inscris au club juste à côté de chez moi. Donc là, je vais jouer en départemental, donc c'était 3 niveaux en dessous. C'était pas évident parce que j'étais avec des gens qui me voyaient, qui je faisais le collège, le lycée avec eux, mais qui me voyaient toujours aller dans un autre club. Donc je dirais pas de la jalousie, mais j'avais un écart, c'était pas pareil. En fait, ils étaient au club du village et moi j'étais toujours au club un peu plus haut, avec un meilleur niveau, donc c'était pas simple d'avoir une relation avec eux. Et je comprends, je comprends que j'ai pas réussi à avoir une super relation avec eux. Donc j'ai fait 1 an dans ce club et après il y a un coach, un entraîneur qui m'a dit qu'il montait une équipe un peu avec un bon niveau en U17. Donc j'y suis allé à Nice. Et j'ai fait 2 ans J'ai fait 2 ans à Nice ou 1 an, je sais même plus. J'ai fait 1 an à Nice et donc on était en U17 interrégion, donc c'est juste le niveau en dessous des France. Ouais, c'était juste le niveau en dessous des France et on a fait une belle saison et j'ai fini sur ça. Aujourd'hui, le basket pour toi, c'est quoi? C'est encore une passion? Tu regardes un peu les matchs? Plus du tout? T'as tourné la page? Ouais, je pense que j'ai quand même bien tourné la page. Ouais. J'ai eu un ras-le-bol. Vraiment un ras-le-bol du basket, donc je suis toujours de loin, ça c'est vrai, mais je suis plus à regarder les matchs, à tout suivre bien. On va dire, j'ai plein de likes sur Facebook, donc j'ai l'actualité du basket qui est sur mon fil d'actualité, mais je suis pas à fond, je suis plus à fond dedans. D'accord. J'ai eu un petit ras-le-bol. Tu parlais tout à l'heure, tu disais que tu avais un peu du mal avec l'école. Ça a été quoi ta formation scolaire? C'est quoi? Tu es encore en études aujourd'hui ou comment ça se passe? L'école, c'est un grand calvaire pour moi. Souvent quand j'écoute des podcasts, même dans le trail, je trouve qu'il y a un niveau scolaire très important. Ouais. Je te confirme. Et je me sens j'ai un peu honte par rapport à mon niveau scolaire parce que moi j'étais sécheur professionnel. Ouais. J'allais pas souvent en cours, mais c'était pas pour aller fumer ou faire ça. Je sortais ou j'avais pas envie de rester en cours. Donc mon niveau scolaire, là j'ai passé mon BTS que j'ai raté une 2e fois. Mais ça m'étonne pas. J'ai fait d'abord une année de fac de sport où je me sentais pas bien. Et j'ai tenté 2 fois le BTS gestion et protection de nature en distanciel. Mais ça n'a pas passé. Ça s'est pas passé. Et donc là je travaille à fond mon accompagnateur moyenne montagne. D'accord. Pour avoir un truc quand même. Mais vraiment l'école c'est un grand calvaire ça te correspond pas en fait. Ouais, c'est un gros calvaire et un peu une honte, on va dire. C'est dur, parfois j'ai un peu du mal à parler avec les autres de ça, tu vois. Je trouve quand même qu'on idéalise pas mal l'école et que dire que t'as pas fait d'études, c'est pas non plus évident de le dire. En France, je trouve que c'est un vrai sujet, peut-être pas forcément dans d'autres pays où c'est un peu moins le cas, mais c'est vrai qu'en France, on a quand même tendance à dire que t'as réussi quand t'as réussi à l'école. C'est ça. Alors que foncièrement, c'est que ça peut être qu'une étape, ça peut être que des outils qui te sont donnés, mais c'est pas parce que tu réussis pas à l'école forcément que tu vas échouer ta vie. Ouais, mais je suis d'accord, j'ai un grand respect pour ceux qui réussissent à l'école. Mon frère, par exemple, était un dyslexique, il était acharné à l'école, il finit son école d'ingénieur. J'ai vraiment un gros respect pour ceux qui arrivent à l'école. Mais j'ai jamais réussi à rester. Ouais, j'ai jamais réussi. Je pense que dès le CE1, dès le CP, j'avais compris que l'école c'était pas fait pour moi. J'essayais toujours de trouver une solution pour pas aller à l'école. Et ouais, je trouve que c'est un peu tabou quand même qu'en France, quand je parle avec d'autres trailers et de jeunes trailers, tu fais quoi à l'école et tout, c'est pas simple de dire que non, j'ai pas réussi à faire d'études et c'est pas simple. C'est vrai que je te confirme, tu le disais juste avant, la communauté notamment des jeunes trailers, même des gens qui ont un peu plus d'expérience, c'est vrai que c'est quand même une population de gens qui ont quand même un certain niveau d'études. Moi je l'ai constaté aussi, et moi j'ai le même niveau d'études que toi, j'ai un bac+2, et c'est vrai que
Ouais, je te confirme. Je pense que tu peux effectivement avoir, pas une honte. Alors peut-être que toi, c'est ton ressenti, mais peut-être un sentiment d'infériorité par rapport à Ouais, ça. c'est ça. Ouais, le mot honte, il est peut-être trop Ouais. fort, mais une gêne. Une gêne. Ouais, une petite gêne, hein, parce que je suis n'importe quoi. Bah, j'étais là à La Palma avec Mathieu Delpech, il est à l'INSA, je trouve ça incroyable. Mais j'ai un copain à qui je cours, Gaël Linker, il est aussi à l'INSA. Mais je vois plein de gens, ils sont soit ingénieurs, soit kinés, et je trouve qu'il y a un niveau d'études entre elles. Bon, après, je pense que c'est aussi le sport qui y fait, mais qui est assez élevé. Ouais, mais moi je te confirme, c'est pas parce qu'on fait un niveau d'études forcément que qu'on est intelligent ou que on est mieux que les autres. Au contraire, il faut de la diversité. Je pense qu'effectivement on en manque un peu dans notre sport. Est-ce que tu peux nous parler est-ce que tu te rappelles de ta rencontre avec le trail? Ouais, je me rappelle super bien. Donc c'est un peu avec le basket. Donc je vais avec un copain, je vais les voir jouer. Donc il joue à Saint-Janet, le copain, là où le dernier club. Et donc ce même jour, là où je vais le voir jouer, il y avait un trail organisé dans mon village. Ça s'appelle le trail des Baux de Saint-Janet. Et donc il y a mon frère qui s'inscrit dessus parce qu'il prépare l'Ironman de Nice à la fin de l'année et il se dit oh ça peut être bien. Il faisait du triathlon déjà lui. Oh non, c'est sa première année. C'était sa première année. Il s'est lancé un peu dans le sport d'endurance. Ouais. Et il s'est dit ouais ça peut être bien pour le préparer, mais il avait couru, je crois, dans sa vie. S'il avait fait 200 km de trail, c'était beaucoup. Il s'inscrit sur le 30 bornes et 1500 mètres de dénivelé. Donc, c'est pas une longueur. C'est long, je veux dire, c'est très long. On n'est pas entraîné. Pour une première course. Pour une première course, je trouve ça super long. Maintenant, avec le recul. Et donc, moi, je m'étais pas plus intéressé sur ça que mon frère fasse la course. Il faisait sa vie, je faisais ma vie. Mais quand je vais à la salle de basket, en fait, l'arrivée était juste à côté. Et là, je les vois arriver, les gars. Je les vois avec la langue qui pend et tout. Je les vois vraiment dans le dur et tout. Je fais waouh, ils sont donnés, les gars. Je trouvais ça incroyable. Mon frère, je crois, il était parti en tête. Il était parti avec les premiers, normal. C'est un deck. Et, peur de rien. Et, il est arrivé en, je pense, 2h30 après les premiers. Par terre. Trop de confiance, la confiance. Ouais, on a beaucoup de confiance chez les decks. Ouais, on a dû le ramasser à la petite cuillère et tout, mais j'ai trouvé ça juste incroyable. Après, le soir, je regarde le parcours. Je me dis, putain, ils sont allés là. Oh, moi, je voyais les distances, je me disais, c'est pas possible. Et je trouvais ça juste, je me suis dit, ouais, c'est incroyable ce sport. J'étais un peu en recherche, donc j'avais arrêté le basket pendant 1 an là. Ouais. Donc, c'était en quelle année C'était donc en fin de première. En première. Il y a combien de temps 4-5 ans, non? Ouais, il y a 4-5 ans, ouais. Donc j'ai commencé en début de terminale. Non, c'était en début de terminale. Début de terminale et j'ai commencé en novembre. D'accord. Je me rappelle. Et donc t'as flashé sur cette pratique? J'ai flashé, je trouvais ça juste incroyable. Et juste après, je me suis vite fait un peu intéressé. Et je suis tombé. La première vidéo que j'ai revue sur le trail, c'est l'UTMB avec Ludovic Pomeray qui gagne sur l'Ultra Trail World Tour. Et avec Zach Miller et tout. Et je trouvais ça incroyable. Il faisait le tour du Mont Blanc, mais il y avait le côté compétition parce que moi je suis un compétiteur quand même avant tout. Et il s'attaquait, il revenait, mais tout ça autour d'un Mont Blanc avec un terrain de jeu mais immense sur une distance mais infinie. Alors que nous au basket ça durait 40 minutes, ça durait 24 heures, donc il y avait 20 heures même plutôt sur les TMB. Mais ouais, ils avaient tellement à faire. Je trouvais ça, je suis tombé amoureux, je me suis intéressé, et je m'y suis mis à fond. Donc tu disais. Et à quel moment tu prends ton premier dossard? C'était longtemps après ça ou... Donc j'ai dû commencer en mi-novembre. J'ai pris mon premier dossard en fin janvier, début février, sur le trail d'Aise. C'était un 10 km avec 500 de dénivelé. C'était un vrai trail. Je veux dire, peut-être c'est court, mais il y avait du caillou, il y avait les cailloux du sud et tout. Donc c'était un premier trail, j'étais bien content. Tu t'étais entraîné pour ce premier trail? Ah ouais, moi quand je fais quelque chose... tu fais pas semblant? Je fais tout ou rien, c'est comme à l'école, ça a été rien, mais là c'est tout. T'as pas mis un coup de tête dans les côtes de quelqu'un pour finir premier ou... Non. Est-ce que t'as fini premier déjà? Non, on a fini au sprint, mais pas pour la première place. Donc j'ai pas envie... Je pense que c'était pour la 4e et la 5e place. Ouais. Et on finit au sprint, et c'était déjà un premier moment trail, le trail vraiment dans toute sa splendeur. Dernière descente, on rattrape beaucoup de gens d'un autre parcours, et on était avec le gars depuis pas mal de kilomètres, et là on se met d'accord, on dit on s'attaque pas dans la descente. C'est le début du trail, j'ai trouvé ça incroyable, on s'attaque pas dans la descente, parce qu'il y avait trop de monde, fallait doubler les gens, et en fait on a attendu le dernier pont, et on dit on se fait le sprint sur la fin, sur la ligne droite, parce qu'on avait vu qu'il y avait une ligne droite à la fin pour sprinter, et on s'attaquait pas dans la descente, parce que
c'était juste c'était pas dans l'esprit de compétition parce que bon, fallait doubler quelqu'un et tout, ça allait nous mettre en danger. Donc l'esprit trail, première course, esprit trail, petite anecdote esprit trail direct. Avec Jérémy Saint-Varin, je m'en rappelle encore. Donc premier trail, tu finis donc 4 ou 5e. 5e parce que sachez que si vous finissez au sprint avec moi, logiquement vous gagnez. C'est vrai. Pourquoi je sais pas, il y a Usain Bolt, il est pas en moi en tout cas. c'est pas ta qualité première le sprint. Toi non. C'est l'endurance. Ah ouais, l'endurance ou un seuil bien haut et on se met lactique, mais vraiment pas le sprint. Pas le sprint, pas la pointe de vitesse. Ah non, j'ai des vidéos marrantes sur ça. Tu réenchaînes derrière des autres courses et à quel moment tu prends conscience que tu peux performer alors ? Déjà j'ai tout de suite commencé en me disant que je voulais performer. Ouais. C'était un objectif premier. Non, après l'objectif n'était pas de professionnaliser ou quelque chose comme ça, mais j'aime bien quand je fais quelque chose, c'est bien le faire. C'est que j'ai commencé, je voulais performer, je veux dire, c'est qu'à chaque course où j'allais, même la première course que j'ai fait, moi je suis parti, j'étais en tête, en première montée. Ça je l'ai pas raconté, mais mais ouais, c'est que quand je fais une course, c'est pour bien la faire, être appliqué. Sinon, je pense qu'on peut courir avec les copains et voilà, on court le dimanche avec les copains et ça suffit. Non, quand je fais une course, c'est vraiment pour performer le plus possible. Ouais. Et dans ces premiers temps, tu t'entraînais avec qui tout seul ? C'était de la curiosité ? Tu t'es renseigné sur Internet ? Comment ça se passait ? Ouais, je me suis donc vraiment beaucoup renseigné sur Internet. J'ai commencé à lire des livres, des petits trucs. J'ai tout fouillé. Tu pouvais pas écouter de podcast parce que j'étais pas existant encore. Ben non, c'est ça, malheureusement, j'ai pas pu écouter tes podcasts. Je pense que j'ai perdu au moins 6 mois d'entraînement à cause de ça. Voilà. J'aurais gagné, 1 an. J'aurais été 1 an d'avance. C'est dommage. C'est dommage, ça joue à rien la vie. Ouais, je me suis informé un peu de partout. J'ai tout de suite comparé avec les autres sports, donc avec le basket ou mon père qui était avec l'escalade, il avait un livre d'Edlinger. Ouais. Donc je regardais comment. C'était un des premiers livres d'entraînement, Patrick Edlinger, donc j'ai essayé d'appliquer la méthode Edlinger pour le trail. Une anecdote, mais ouais, je pense que j'ai un peu fouillé partout, mais dans tous les sports. Ça c'est un conseil que je donne à tout le monde. Je pense que tous les sports se ressemblent entre guillemets, même si il y a des différences, il y a des nuances, mais faut puiser de partout. Donc ouais, j'ai puisé de partout. D'avoir la curiosité d'aller chercher les techniques et des modes d'entraînement dans d'autres domaines. Ouais, je l'ai eu tout de suite, ça vraiment. Mais je pense que c'est parce que j'ai pratiqué plein de sports. Ouais. Et donc j'ai toujours superposé tous les sports tout de suite. Qu'est-ce que ça a pu t'apporter de plus que les autres, le fait d'avoir fait pas mal de sports comme ça, du basket notamment ? Surtout le basket, je pense que ça m'a apporté dans le trail, comme je le dis souvent, il y a quand même un esprit très bon enfant. Mais c'est très bien, je suis heureux comme qu'il y soit. Mais au moins ça m'a apporté un peu un goût de la compétition, de l'envie de gagner quand même. Je veux dire, à un moment donné, on met un dossard, je veux dire, c'est pour se faire mal, c'est pour essayer d'être devant, pour gagner. Et donc ça m'a apporté la gestion de la pression, parce que quand même quand on est au basket, je trouve, on trail, on n'a aucune pression. On n'a vraiment aucune pression. Qu'au basket, quand on est dans une salle, même moi, parfois il y avait 200, 300 supporters quand même sur certains matchs. En étant jeune, c'est toujours troublant. Ouais, c'est troublant, ça a gueulé, il y avait l'arbitre, il y avait les parents qui gueulaient sur l'arbitre, il y avait toujours quelque chose, il y avait un peu une ambiance, une tension tout le temps. Et cette tension, moi j'ai pas de tension entre elles parce qu'il y avait tellement de tension en basket que ça m'apporte vraiment cette sérénité. Quand je suis sur une ligne de départ, je trouve ça très détendu. Est-ce que tu pourrais retirer 2 ou 3 moments là, jusqu'à aujourd'hui qui ont marqué un peu ta pratique du trail, donc de 4-5 ans en arrière jusqu'à aujourd'hui? S'il y avait 2 ou 3 moments que tu devais retenir, ce serait quoi? Des moments, comment tu veux dire, genre qui m'ont permis de progresser des moments qui t'ont marqué, des courses qui t'ont marqué, où tu te dis là j'ai passé un palier, les moments clés. Ouais, c'est ça, ouais. Donc première année, donc le moment clé de la première année, ça faisait 1 mois que je m'entraînais. Et le premier truc où je me suis inscrit, c'est le 23 km de Ubai Trail. Donc ça faisait, je crois, 2-3 semaines. Ce qui faisait une réduction sur le prix du dossard. Je me suis dit, allez, je m'inscris. Ça coûte moins cher. Voilà, l'Ubai Trail, j'avais pas le permis. J'ai juste dit à mes parents, je veux y aller. On se débrouillera pour y aller. Faut trouver une solution, il est pas cher le dossard. Voilà. On y va. Et donc, j'avais vraiment pris ce premier objectif. Ça, c'est mon premier objectif. Au bout de 2 semaines, je me suis mis un objectif. Ça, c'est incroyable. Et donc j'avais cet objectif de l'Ubai Trail. Et le premier palier, en fait c'est ma première victoire qui était 2 semaines avant cette Ubai Trail que j'avais bien préparée, donc à Oron. Donc là c'était
dans ma tête, mentalement, ça m'a fait un bien fou, je crois. J'ai trouvé, ouais, il y avait un peu cette adrénaline de la gagne, quand même, qui est pas, on peut pas l'enlever, d'être devant, même si c'est une course de village. Mais ouais, d'être devant, de pouvoir faire mal aux gars, c'est la première fois où j'étais dominant et c'était vraiment agréable d'avoir ce sentiment de puissance. Ouais, donc ça c'est le premier palier en trail, c'était en trail d'Oron. Ouais. Après la deuxième année, j'avais vraiment préparé mon coup donc pour les France de montagne à Reims-Marsous. Donc très bon club, un petit club d'Azin. J'ai passé un petit week-end en France de montagne, et superbe accueil. Et ouais, donc je l'avais vraiment préparé à fond. Donc et j'ai peut-être trop préparé. C'est une fois ouais, j'ai beaucoup appris parce que je m'étais mis beaucoup de stress. C'était en junior, je voulais chercher la sélection en équipe de France junior. Et j'ai eu un échec. Je fais un échec. C'est vite dit, hein, ça fait 1 an et demi que tu cours. Je faisais pas de sport d'endurance avant, un peu de vélo l'été, mais à part ça, pas grand chose. Mais ouais, je fais 7ème, donc j'étais déçu. Mais ça m'a permis vraiment d'apprendre beaucoup sur le relâcher, sur plein de choses. Ça m'a vraiment beaucoup appris. Donc ça, c'est vraiment un des deuxièmes temps dans ma pratique du trail. Et après, le troisième, on va dire là où j'ai réussi à vraiment confirmer une performance. Bah ouais, dans le troisième, là où j'ai réussi à vraiment confirmer une première performance, c'est le trail du Ventoux. Ouais. Même si j'étais champion de France de KV juste avant, mais la première vraiment performance avec du gros niveau. Gros niveau, ouais, ça a été le trail du Ventoux. En quelle année ? Donc ça, c'était en 2000, si j'ai pas. Ouais, première année de Covid, en 2020. 2020. 2020. Ouais. Moi j'y étais. Ouais, c'est sur le 42. Ouais, sur le 40, ouais, je crois que c'est 46. Ouais. Les 4 km à la fin, ils font mal. Hein. C'est important. Et ouais, c'était ta première confirmation, je fais 6ème. Ouais. Et c'était juste incroyable. Vraiment, ça c'est, je pense, un de mes souvenirs là. Si tu me dis je peux être performant à haut niveau, là, c'est la première fois que je me suis dit je peux être performant à haut niveau parce que au premier habito, donc on a fait déjà un bon bout, ça fait 1h30 qu'on court, 1h40. Ouais. Je passe en tête devant Marc, Lohenstein, Nicolas Martin, Ouais. Pommeret, Thomas Cardin, les Italiens et tout. Là, je me suis dit. Des petits noms quoi. Des petits noms. Des petits noms. Et dans la montée, j'ai Nico qui me tape sur les fesses. Il me fait, oh, t'es qui toi? Ouais, je me rappelle encore. Il me dit, ouais, t'es qui? Je fais, bah ouais, je suis Godec, je viens de la Roquebressane. Tu montes bien? Il a fait, ouais. J'ai une petite anecdote sur cette course, elle est assez incroyable. Et tu peux y aller. On est montés tous en file indienne, là, comme ça. Et un peu comme au Tour de France. Donc on court. Et là, t'as souvent un peu des moulards qui viennent. J'ai peur. Ouais, t'as peur. Et la personne qui va le savoir, je pense qu'il faut pas qu'il écoute le podcast. Et donc, ouais, on est bien alignés. Donc, Pommeret derrière. Et là, il y a Nicolas devant, Nicolas Martin. Et là, je sais pas pourquoi. Je crache mon moulard devant. Mais devant, je le crache pas sur le côté. Je sais pas pourquoi, mais je sais pas ce qui m'est passé dans la tête. Plus de lucidité ou trop heureux, parce que trop heureux d'être là. Et donc il y a mon omelette qui atterrit sur le mollet de Nicolas Martin. Et pendant toute la montée, heureusement il avait mis des manchons de compression. Ouais. Je me suis dit j'ai craché sur le mollet de Nicolas Martin. Moi j'étais là, mais je suis fan de lui, je le respecte vraiment. Et j'étais là, mais waouh, qu'est-ce que je viens de faire? Et toute la montée je rigolais, mais j'étais sérieux, mais je rigolais parce que je voyais ça. Et... Il s'en est pas rendu compte. Non, il s'est pas rendu compte, et j'ai pas osé lui dire à la fin de la course. Salut Nico, on te salue. Je suis désolé Nico. Je crois que cette année-là, il fait 2. Il fait 2. Hein. Ouais, derrière Marc. Ouais, derrière Marc. Ouais. Et c'est d'ailleurs cette année-là que je fais l'interview de Nico, voilà, qui est passé dans le podcast. Est-ce que tu peux, donc merci pour ces anecdotes, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'organisation de ton entraînement aujourd'hui? Déjà, est-ce que tu as un entraîneur? Oui, donc là aujourd'hui en ce moment mon entraîneur c'est Frédéric Gingros, il s'appelle. Donc je l'ai connu via Sébastien Poésie, je sais pas si tu connais. Non. Donc il fait beaucoup de skyrunning. Il a fait pas mal de top 10 en skyrunning World Series. Et donc c'est un des premiers gars que je cours fort avec qui j'ai commencé à courir et il m'a appris beaucoup. Et j'étais un peu dans une phase où je m'entraînais seul depuis un moment et j'avais besoin d'une petite structure quand même. Pas complètement, je peux pas suivre un entraînement à la lettre, mais une petite structure. Et il m'a présenté Frédéric Gingros et maintenant ça fait, si je dis pas n'importe quoi, ça va faire 2 ans qu'on s'entraîne ensemble. Comment donc là on en revient, on va aller sur les choses un peu plus techniques au niveau de l'entraînement. Déjà, est-ce que tu croises
Parce que là, je vois que dans la région, il y a c'est quand même un beau... un beau lieu pour bien croiser, notamment en vélo. Comment tu t'organises? Comment sont structurés les entraînements? Alors moi, mes entraînements, c'est déjà j'ai un entraîneur qui me donne un plan d'entraînement. Mais bon, je trouve on fait un sport outdoor, donc on peut pas tous les jours dire je fais ça et ça je peux pas. Donc mes entraînements, tu parlais de l'entraînement croisé, oui, je fais 50% de mon temps à vélo, je pense. Donc je fais beaucoup de vélo de route. Surtout que mon frère est triathlète, donc il y a pas mal de trucs qui font que c'est sympa d'aller faire du vélo de route. Et ouais, mes entraînements, c'est autour trail, vélo, et je fais un peu de yoga avec ma sœur. Ça m'a fait du bien, et je fais beaucoup de travail de pied parce que j'aime pas fractionner sur route ou à plat. Je fais jamais de fractionner à plat, mais je fais vraiment beaucoup de travail de pied de toutes les gammes. Et je fais beaucoup ça, je passe beaucoup de temps à ça et renfo dos et tout, je pense que c'est à peu près ça. Travail de pied, alors tu peux préciser travail de pied, c'est les gammes à l'athlétisme, tout simplement, montée de genoux, talons-fesses, marche sur la pointe, marche talon. C'est marrant parce que je suis vraiment pas adepte de la course sur route ou de l'athlétisme, mais ça je trouve pour moi c'est un conseil, je trouve ça essentiel pour le trail. C'est la base. Pour moi c'est essentiel d'avoir un pied musclé. Je sais pas, j'ai commencé le trail, je me suis tout de suite dit l'outil premier c'est le pied, donc si on le muscle pas c'est pas possible. Et ça tu les fais, ces séances travail de pied, tu les fais avant des séances des sorties je fais des séances spécifiques. Ouais, hier je me suis fait 20 minutes de ça et un petit renfo dos derrière, tu vois. Et j'avais fait 4 heures de trail le matin. D'accord. Donc et sinon comment je organise mon entraînement? Donc c'est par rapport à, j'aime bien m'entraîner avec des gens. Donc j'ai à peu près, je m'entraîne avec, souvent j'ai 3 ou 4 copains là dans le Var, qui je m'entraîne surtout 2. Donc un qui habitait pas loin et qui habite toujours pas loin, s'appelle Sébastien Dauphin. Donc lui, tu vois, c'est le gars qui est juste finisher. Il a fait le 85 bandes de l'échappée belle, il a fini en 24 heures. Je veux dire, il a son niveau modeste, mais il est passionné. Donc lui, je fais souvent des séances d'1h30 en récup. Ou sinon je fais 1h30, je fais ma séance derrière et tout, donc je m'adapte forcément à lui, donc je m'adapte à lui, et sinon j'ai un copain avec qui on fait souvent nos sorties longues, 4h, 5h, un peu dans les monts toulonnais ou des choses comme ça, donc ça c'est plus mon sparring pour ça, sparring partner. Et après sinon j'ai deux copains parfois qui sont dans le Var à qui je vais m'entraîner, mais j'aime bien au début de la semaine, je vois les séances qu'il m'a donné mon entraîneur. J'appelle mes copains pour savoir c'est quoi leur dispo. Tu fais un mix. Je fais un petit mix de tout pour avoir du plaisir parce que tous les jours entraînement seul, moi je trouve ça impossible. Moi j'aime bien le partage, j'ai un besoin de partager, je me suis toujours entraîné en équipe, donc j'organise un peu comme ça mon entraînement. C'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai qu'on a tendance à s'imaginer que les élites, parce qu'on considère que tu es une élite, que les élites ont toujours des entraînements seuls ou avec des gens de leur niveau. Et toi c'est pas tellement le cas. Enfin, quand tu peux placer des entraînements avec des gens qui n'ont pas forcément le tien de niveau, tu le fais. J'aime pas m'entraîner déjà avec quelqu'un qui a mon niveau. Mais après je dis ça, mais aussi parce que en fait j'aime bien m'entraîner avec quelqu'un avec qui je m'entends bien. Je vais pas regarder son palmarès pour m'entraîner avec une personne. Je dis ça en rigolant, mais c'est vrai, je trouve que c'est important de le dire. J'ai vraiment envie de m'entraîner avec quelqu'un parce que moi quand je vais m'entraîner, je m'entraîne à des vitesses très lente. Vraiment, pour moi, l'entraînement, c'est l'entraînement. La compétition, c'est la compétition. Même, par exemple, avec qui je m'entraînais, Valentin Cauchy, pour moi, il s'entraînait trop vite au début. Et, je veux dire, je lui donnerais une cote à 750 ITRA. Moi, je suis à 860, donc je suis logiquement 10% plus fort que lui, mais je lui disais qu'il s'entraînait trop vite et j'avais du mal à le suivre. Et ouais, j'ai besoin de m'entraîner lentement. Et qu'est-ce qui est bien on s'entend bien en fait. C'est pour ça aussi que je m'entraîne pas forcément avec des mecs de mon niveau. Et les autres je sais pas, faut demander aux autres pourquoi ils sont. Et je sais qu'il y en a qui s'entraînent beaucoup seuls, mais parce qu'ils ont cette besoin de structure, de suivre un plan, je pense, d'entraînement structuré, mais chacun est différent. Et il n'y a pas à juger l'autre, ou chacun est différent et a ses besoins différents. Ouais. Tu t'entraînes seul à peu près la moitié du temps, ou c'est Ouais, je dirais ça à peu près. À peu près la moitié du temps seul. Ouais, moitié du temps seul, et après j'essaie. Je m'entraîne parfois avec ma sœur. Par exemple, je fais du tractage. Je lui mets l'élastique et je la tire en montée. On descend tranquillement seul.
Mais oui, j'essaie vraiment, parce que je trouve que c'est une charge mentale en fait. Chaque entraînement met une charge mentale. Ouais. Et quand je suis avec quelqu'un, ça me diminue ma charge mentale. Donc j'arrive à m'entraîner plus en ayant quelqu'un qui m'accompagne. Donc ouais, j'essaie vraiment de diminuer ma charge mentale en ayant toujours quelqu'un avec moi. Plutôt les séances seules, tu les fais plutôt sur des séances de spécifiques en haute intensité? C'est ça, ouais, les séances de fractionné, j'arrive à les faire seul. J'en fais pas beaucoup, j'en fais plus trop comme je me suis mis beaucoup à l'ultra. Ouais. Mais les séances de spécifiques, ouais, ça je peux les faire seul. J'ai pas besoin de quelqu'un et je préfère même les faire seul. Ça, c'est les seules séances où j'aime pas trop les faire avec quelqu'un. Alors tu dis t'en fais plus trop. On est d'accord que plus on allonge les distances et plus on doit travailler son aérobie, sa base aérobique, donc moins on a forcément besoin de faire des séances à haute intensité. Mais malgré tout, je pense qu'il faut quand même en faire. Toi, ça représente quoi à peu près les séances à haute intensité dans ton entraînement? Ouais, en pourcentage? Ouais, je pense comme si t'as eu déjà des bons entraîneurs dans ton podcast, mais je fais beaucoup de périodisation d'entraînement. Donc ça c'est dur à dire, tu vois, là je vais être en reprise après la CCC, donc là je vais me remettre un peu d'intensité, c'est une bonne période pour moi parce que c'est pas spécifique à mon effort l'intensité, donc j'aime bien l'en faire. En fait je suis un peu à l'inverse de certains, je vais plus faire de l'intensité loin de ma compétition et faire du volume près de la compétition. C'est assez c'est à l'inverse de beaucoup d'athlètes que j'ai déjà entendu, par exemple Sylvain que je respecte beaucoup pour ce qu'il fait. Pour sa rigueur et la façon dont il est, j'ai entendu dans ton podcast qui faisait l'inverse par exemple. Donc moi je fais plus de l'intensité loin d'un objectif et ça va être plus du volume près de l'objectif. J'ai l'impression que tu t'entraînes beaucoup aux sensations et beaucoup t'aimes pas être cadré. Non, je pense que c'est pour ça que j'ai pas aimé l'école. Mais ouais, je peux pas avoir un cadre. Tu vois, par exemple, tu vas courir avec moi cet après-midi, je suis super heureux. Tu diras ton allure, moi ça sera parfait. Et pour moi, ça sera un entraînement parfait. J'espère surtout que tu arriveras à me suivre. Ah ouais, j'espère. Je vais prendre un café avant de partir pour bien me booster. Si je démarre j'ai la sangle pour me tirer. Si je démarre la course comme j'ai démarré le podcast, ça va être compliqué. Ouais, j'espère que t'attends pas une demi-heure avant de démarrer ta montre et t'attends le GPS comme certains. Non, ça va. Ma montre fonctionne bien, donc il n'y a pas de problème. Ouais, non, mais je fais beaucoup de sensations. J'ai pas de cardio sur moi. Ouais. Je prends juste ma montre pour savoir le temps d'effort. En fait, moi, à la fin de la semaine, je regarde mon seul truc, c'est le temps d'entraînement que j'ai fait. Je regarde pas l'intensité que j'ai mis, des trucs comme ça. Je regarde le temps que j'ai mis. Je m'entraîne jamais sur route. J'ai pas fait un fractionné sur piste ou saut de route depuis 2 ans et demi, je pense. Ah ouais. Donc j'aime bien, j'ai un petit balcon, tu vois, on va y aller après. C'est assez vallonné comme ça et c'est là où je fais tous mes sens à plat. Et c'est au temps et à la sensation. Et je pense que ça m'a permis de bien m'écouter. Ouais. Et je pense que pour réussir à passer sur ultra, il faut savoir s'écouter. Parce que on se met parfois vraiment des grosses charges. Et le cœur, j'en reparlais encore pendant mon stage dans les Pyrénées là, avec un gars, il va rigoler, mais le I1, tout le temps, il me disait, mais le problème, c'est que quand on charge beaucoup, le cœur, il monte plus. Et il n'y a plus ces données de savoir si on monte ou pas. Il y a que faut s'écouter, faut savoir comment on est. Et ouais, je m'écoute beaucoup. Je me suis jamais blessé, mais pourtant, je m'entraîne. Je pense qu'un qui m'entraîne le plus en volume. Mais je me suis jamais blessé parce que vraiment, le matin, je m'écoute beaucoup. Je suis quelqu'un qui prend du temps pour s'écouter. Et tu prends soin de ton corps aussi. Tu parlais tout à l'heure du yoga. Je pense que aussi ça montre aussi à quel point tu prends conscience que la course à pied, c'est pas que s'entraîner au cardio, c'est aussi un bien-être global, quoi. Ouais, la course à pied, j'essaie de prendre soin de mon corps. Surtout, ça, je remercie par exemple ma maman qui est une maman poule. Elle me radote souvent, prends soin de tes pieds, fais attention à tes ongles. C'est des détails, mais c'est super important. Pas avoir de caries, parce que pour avoir des tendinites, c'est un rugbyman qui m'a dit ça récemment, mais je le savais pas. Mais des choses comme ça, je pense que j'ai pris conscience que la récupération, pas forcément le repos marqué dans le plan d'entraînement, mais la récupération à côté. C'est-à-dire que quand tu as marqué repos sur ton plan d'entraînement, ce sera bien, mais qu'est-ce qui est important, c'est peut-être de ne pas aller faire du kayak à côté, même si ça va te faire plaisir. Qu'est-ce qui est important, c'est peut-être de rester chez toi, et c'est là où être professionnel, ou en tout cas vouloir, je dis pas être professionnel, mais vouloir progresser, c'est aussi savoir prendre un vrai repos. Et ouais, c'est pas toujours évident de dire non à certaines choses. On a vu là récemment que depuis le début de l'année, tu t'es lancé dans l'ultra.
Est-ce que tu peux nous donner un petit peu ta vision de la progressivité de la pratique de ta pratique et de la pratique des gens de manière générale? Ouais, bah, je pense que je suis un mauvais exemple niveau progressivité. Ouais, j'ai pas. En fait, si j'ai une progressivité, j'ai quand même commencé petite course, pas petite, c'est aussi dur que ça soit long ou que ça soit court. Mais j'ai commencé par des 10 km, après j'ai fait des 25, j'ai fait une petite saison de marathon et je suis tout de suite allé sur ultra. Bon, le Covid a quand même fait que j'aille sur ultra un peu plus rapidement que prévu. Pourquoi plus rapidement? Parce que en fait, donc je jouais les Golden Trail Série nationale. Je trouve que c'est un beau petit défi à mon niveau. Et donc je faisais à fond le format marathon, j'ai fait le Ventoux, l'Ubaye, et là il y avait la Skyrun, et j'ai un de ça pour la Skyrun encore, pour ce week-end, et donc elle a été annulée l'année dernière, et je me suis dit oh non c'est annulé, qu'est-ce que je fais, j'ai envie de... ouais ça m'a énervé en fait, et là je regarde le truc et je vois, il y a l'UTCAM qui est encore organisé, eux ils ont réussi à avoir l'organisation, ça fait un moment que j'ai envie de me mettre sur l'ultra. J'ai même commencé le trail pour faire de l'ultra. J'ai pas. Dès le début. Oh ouais. Ça c'est l'effet UTMB Ludo Pomeré à la télé. Ouais, l'effet Zach Miller. Zach Miller. Ouais, un de mes. Ouais, j'ai adoré Zach Miller. Ouais, c'est vrai que du coup, Zach Miller, on l'imagine un peu sur un terrain de basket à mettre un coup de tête dans des décotes. Ah ouais, mais tu vois, quand je pense que tu as déjà vu la vidéo où il fait à la fin, là, il arrache il s'arrache tout. C'est ça, moi, au terrain de basket. Tu redemandes si un jour tu vois des basketteurs, ils me diront j'étais dur. Toujours ouais, rude, être rude dans l'effort. Et ouais, donc je me suis inscrit 10 jours avant à mon premier ultra. Donc j'avais rien fait. Même pas. Ouais, si, 10 jours. Et donc c'était le 135 km de l'UTCAM. J'avais fait aucune prépa, je me préparais pour la Skyrun. Ouais. Je me suis inscrit, j'ai appelé leur gars, ils m'ont invité, ils m'ont donné un dossard. Et j'étais super heureux, c'était la fête. Et là, je me suis mis dans l'ultra. Et j'ai abandonné mon ultra. Donc, mais c'était une superbe expérience, c'était incroyable. J'ai appris mais tellement de trucs et je me suis dit c'est une complexité énorme, il y a tellement de choses à apprendre. Mais il y a aussi plein de choses dans le marathon trail, mais là je me suis vraiment plus senti dans mon élément à moi, ce que je veux faire moi dans le trail. Et j'ai trouvé ça juste incroyable. J'ai passé un bon bout de temps avec Jordi Gamito, c'était juste trop marrant. Ce gars il est assez incroyable. Ouais, il me disait pendant toute la course là, on a fait 4-5 heures ensemble, il faisait we come back for the win, we come back for the win. J'étais là premier ultra, il m'a chauffé, il était 3-4 heures du match, j'ai l'impression que j'étais au lycée quand je faisais la fête à fond là, c'était la même, là j'étais sous Jägerbomb. Ouais, j'étais wow, c'était fiesta et petit lever du matin, on était tous les deux, on s'est regardé, on a fait on n'est pas bien. Ouais, il m'avait lâché et là je vais pouvoir te dire l'anecdote avec Cathy. Et en gros, il m'a lâché Jordi et en fait, je descendais dans une petite forêt avant les merveilles, la vallée des merveilles. Je te coupe Hugo, mais c'est l'UTCAM de l'année d'avant ça. Ouais, c'est ça. Donc c'est l'UTCAM sur lequel effectivement je t'ai vu passer avec Jordi, il y avait Germain. Ouais, c'est ça. Sur la course. Il y avait Zaïd. Il y avait Zaïd Malek. Et Aurel, Père Aurel. Et donc Nathan Jovet aussi. Ouais. C'est cette année-là où j'ai accompagné Thomas qui était sur le 80. Ok. Voilà, donc oui, maintenant que tu le dis, je m'en rappelle. Voilà. Ouais, donc je te laisse finir. Ouais, c'est ça. Et donc là, le lever de matin, j'étais cuit, j'ai fait n'importe quoi, j'ai bu du coca, du sucre, mais j'ai appris beaucoup. Et cette petite descente, donc forêt, brumeuse, un peu comme dans Le Seigneur des Anneaux, et trucs comme ça. Et je commençais à faire des hallucinations, je transformais les arbres en bénévoles. Ouais, j'ai remarqué que l'ultra c'était un truc un peu de drogué ou j'en sais rien, mais c'était assez fou. C'est pas moi qui vais te dire le contraire. je vois beaucoup d'hallucinations. J'ai beaucoup d'hallucinations. Ah ouais, okay. Énormément. Ah ouais, ça aussi. Ça m'a fait peur. Hein. Je te coupe, mais moi je vais te raconter la mienne. Ouais, vas-y, et après je te finis avec Cathy. On vient de faire le Grand Raid du Ventoux en relais à 2, le 100 km à 2 avec Thomas. Et à la fin de la course, la nuit tombe. Il y avait des rubalises, donc il y avait des rubalises blanches de la région et des rubalises rouges avec le rétroéclairage de nuit. Ouais. Et en fait, il y avait le rétroéclairage de nuit et la balise blanche qui était juste à côté. Et en fait, ça m'a donné la sensation que la balise blanche était quelqu'un qui était avec un t-shirt blanc. Ah ouais. Et le petit carré du rétroéclairage, c'était un téléphone. Donc en fait, quand je suis passé, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il fait là, lui, en train de regarder son téléphone au bord de la route. Et en fait, en arrivant, c'était deux rubalises. On est complètement tarés. Ça, on n'est pas normal, on se détruit. Et ouais, bah là, c'était petit lever du matin, petite brume, ambiance elfe, un peu Seigneur des Anneaux. Et là, j'en pouvais plus, je me suis assis sur un caillou tous les 100 mètres. Bon, je savais que j'allais abandonner, mais il fallait que je rejoigne ma famille.
j'aurais dit ma famille. Donc je m'assois sur un caillou, et bon, il y a beaucoup de monde qui m'a dépassé, et j'ai l'impression que c'est une biche qui arrive. Bon, désolé Germain, j'ai rien contre Cathy, mais j'ai l'impression que c'était la 7e merveille du monde. Ah ouais. J'ai jamais trouvé une femme aussi belle. Et il y a Cathy qui arrive au loin comme ça, tout tu sais, quand t'es cuit, mais c'était waouh, pouf pouf. Et là, avec son accent américain magnifique, elle me fait comment ça va? Je vais pas essayer de l'imiter parce que je sais pas le faire, mais comment ça va? C'est bon, tu vas réussir? J'étais là, oui, c'est bon. Et là, elle est repartie comme ça, mais c'était un rêve. C'était juste incroyable. J'en pouvais plus. Et oui, j'en raconte encore, mais parfois, c'était un peu irréel. Parfois, j'ai l'impression que je sais pas si j'ai vu Cathy ou quelque chose d'autre. C'était un film. C'était incroyable. Et après ça, j'ai abandonné. J'étais détruit. Mais t'as appris. Mais je me suis dit, c'est fait pour moi. Ouais, t'as compris que c'était ton truc. Ouais, c'est marrant. Dans l'abandon, j'ai compris que c'était pour moi. Et c'est la première fois que... c'est mon deuxième abandon, mais c'est la première fois qu'on est en échec à une course ou à une compétition, je me suis dit, j'aime quand même. Tu vois, j'ai raté, mais j'aime quand même. Tu vois, et ça, j'ai trouvé ça super fort. Si tu rates un ultra et que t'aimes, c'est que vraiment t'aimes. Ouais, c'est ça que je me suis dit. Tu vois, je me suis dit, t'as fait de la merde, mais t'as quand même aimé. Et ça, j'ai trouvé ça juste incroyable. Et donc, et je me suis mis à fond dans l'ultra. Bon, pas tout de suite à fond. 2 semaines après, j'ai fait les France de montagne. Ouais. C'était un peu plus court là. Un peu plus court, ouais. Bon, il y avait Cachard. Mais je suis vice-champion de France Espoir. C'est vrai. C'est vrai. Sylvain qu'on salue. Donc on parlait de la progressivité. Tu fais victoire sur le Swiss Canyon Trail. Okay. Et il me semble que tu fais top 20 sur la Transgran Canaria aussi en début d'année. Ouais, c'est ça. Alors, donc, en gros, premier ultra abandon. Deuxième ultra, je commence à craquer au 80e, mais vraiment craquer. Mais il fallait chercher mes points UTMB pour la CCC. Parce que je sais pas, j'avais envie de faire la CCC. J'étais débile. Je m'étais dit CCC, il faut la chercher. CCC, donc, vraiment, c'est. Donc, au Pico Roubleau, j'étais vraiment pas bien, donc j'ai fait 50 km dans le mal total à Transgran Canaria. Je marchais avec des mamans de 45 ans. Je critique pas, mais bon, ça fait bizarre d'un coup d'être à ce niveau-là. Et je l'ai fini très mal, mais j'ai encore appris. J'ai encore pu beaucoup apprendre. Et Swiss Canyon Trail, ça commençait à... J'ai encore plein de choses à apprendre, mais là, je commençais à avoir un peu un bagage. Et j'ai réussi à faire une belle performance. Et je remercie Benoît parce qu'il a réussi à me calmer aussi pendant la course. Il était vraiment très paternel dans la façon. Benoît Girondel, avec qui vous avez fini main dans ensemble. La main. Ouais. Et il était vraiment paternel, donc on a réussi à faire une super belle course. On a quand même Choumi, quand même, qui est pas n'importe qui. On a réussi à faire des crochets. Donc et après la CCC, où c'est ma plus belle course en ultra. Tu vas y revenir un petit peu juste après. Est-ce que je peux revenir sur cette Swiss Canyon Trail avec Benoît Girondel? Comment ça se passe quand est-ce que vous décidez de finir ensemble? Est-ce que tu peux nous dresser un petit peu le tableau des circonstances qui ont amené à finir ensemble? Ouais, je parle beaucoup. Non, mais aucun souci. Très bien. Faut commencer du début, donc on part tous ensemble, tu vois, on est ensemble un bon moment. Donc on est une vingtaine, je crois on se décroche un peu, un petit groupe de 10 dans la première montée, mais il n'y a pas de rythme dans la descente, donc on est tout le temps 25. C'est rare, un bout de, je crois, de 35 bornes, on était encore 25 Sur l'UTMB 2021, c'était le cas, je crois. Ah ouais? Non? Au début, ils sont ensemble... J'ai pas suivi, j'étais pas bien. J'étais dans mon lit et je suçais mon pouce. Pourquoi il a eu lieu l'UTMB 2021? Je sais pas, j'ai même pas remarqué. On n'est pas bien pris un ultra en rouge. J'imagine. Et donc on était 25 encore au bout de 30 km et là c'était la deuxième grosse montée. Donc là avec l'accord de Benoît, parce qu'il m'avait calmé avant parce que j'étais tout le temps devant. Il m'a dit en gros j'ai un peu accéléré. Il m'a dit c'est bien, c'est le bon moment. Donc là on a bien accéléré. Donc c'était moi, Choumi, donc le Suisse, et Benoît. Et là on s'écarte et donc on va faire toute la course tous les trois, un bon petit moment. Et c'était un bon partage déjà avec eux deux parce que c'est quand même des gars qui petite expérience quand même dans l'ultra, donc
J'ai beaucoup regardé dans leur façon de courir. Déjà, j'ai appris à descendre, la façon des petits pas. Moi, j'étais à l'école. J'ai vraiment été très observateur pendant cette course. Je me suis dit, c'est vraiment maintenant qu'il faut apprendre. Donc, j'ai essayé d'être t'apprends, mais t'es quand même dans les 3 premiers, quoi. Ouais, c'est vrai. Je vais pas mentir. Sur un de tes premiers ultras. Ouais, mais j'ai essayé de beaucoup apprendre parce que pendant la course, même, je trouve que je progressais pendant la course dans la façon de gérer. Même pendant la course, j'essaie vraiment d'être très observateur. Je pense qu'il faut être observateur dans la vie. Et donc, on fait toute la course ensemble, là, tous les 3. Et on fait un petit peu avec Xavier Thévenard. Quand même, ça m'a vraiment motivé, ça. Parce que pour moi, Xavier Thévenard, c'est un de mes plus gros émotions entre elles, parce que j'étais allé en 2018, et je l'avais vu sa victoire en 2018, j'étais derrière la ligne d'arrivée, et ça m'avait dit, je veux gagner l'UTMB un jour. Quand je l'ai vu arriver, je me suis dit, c'est juste incroyable l'émotion. Et là, il a couru avec nous 15 km, à peu près 10 bornes à côté. Hein. Il nous a pas fait de ravitaillement hors zone, il était très... Non, mais il a juste couru avec nous, il nous a juste... Il voulait passer un petit moment et c'est juste incroyable. Et quand t'as Xavier Thévenard, pour moi c'est une légende, hein, et qui dit il m'a en gros rythme le Hugo. J'étais là, putain, Xavier Thévenard qui dit mon prénom, j'étais là, j'étais tout ému. Et ouais, et après on continue notre bon petit bout de chemin. Je fais un petit écart dans une descente cailloux parce que bon, ils connaissent pas les cailloux, je crois, les Dromois, mais bon, ça c'est. Par contre ici, oui, tu les connais bien. Ah ouais, je les connais. Mais donc je les attends là, les deux. Après, parce qu'il fallait se calmer, et on attaque avec Benoît à 30 bornes de l'arrivée. J'attaque moi, en fait, encore. Ouais. C'est toujours moi qui attaque. Mais bon, c'est pas... Ouais, un peu foufou. Et on fait un bon bout, et on finit ensemble avec Benoît, parce que... Je sais pas comment dire, il m'a calmé au moment de l'attaque. Je commençais à toujours vouloir pousser, alors que ça servait plus à rien. On avait fait l'écart. Toute la course, il me donnait des conseils. Je sais pas, il y a une flasque qui est tombée, il me l'a ramassée. Ouais, c'était... Ouais, il m'a vraiment pris comme un papa, on va dire, pendant la course, et c'était un soutien vraiment fort. Et je sais pas qui était le meilleur de nous deux sur la course, mais je pouvais pas l'attaquer. C'était c'était un gros lien pour moi. Là, Benoît, il était trop gentil. C'était juste trop adorable. Il n'y avait pas d'aspect de compétition entre vous deux, quoi. J'en avais un avant de la course, au début de la course. Moi, tu m'aurais dit au début de la course, j'avais envie de gagner Benoît. J'ai pas envie d'arriver main dans la main avec lui, même si on a couru 100 bornes avec lui, même si j'ai couru 100 bornes avec lui. Mais là, après tout ce qu'il a fait, je pouvais pas. Non, c'était juste pas possible. Il y avait trop de gentillesse, il y avait trop de bienveillance. On était bien unis et c'était logique d'arriver ensemble. Il y avait même pas tellement de questions à se poser. Vous vous connaissiez avant? Oui, vous faites partie du même... Non, pas du tout. Ouais, vous faites partie du même team, mais... Non, je me suis connu... La première fois que je l'ai vu, c'était au Trail Elite Factory. Donc moi, je suis rentré chez ASICS avec ce concours-là. Le Trail Elite Factory. Ouais. Voilà. L'usine d'élite du trail. Attention, l'usine. Hein. On est à l'usine maintenant. J'étais allé à la Drôme donc pour faire le premier test, et c'était le guest, la star de la journée, c'était Benoît. Avec Sylvain aussi, non? Avec Sylvain Cuseau, oui, elle a fait toutes les journées, et plus spécifiquement Benoît pour cette journée dans la Drôme à Cré, à côté de Valence. Et tout de suite on s'est bien entendu, on a un peu parlé avec Benoît, on a réussi à faire quelques blagues. Il m'a appris à pisser en montée et tout. Pour dire, on a tout de suite eu un bon feeling. Il t'a appris à pisser à monter, c'est-à-dire je sais pas si on peut l'expliquer ici. Non, faut bien écarter les jambes et descendre un peu le truc, mais on a compris, c'est bon. Voilà. Et tout de suite on a eu un super feeling, et quand on était pendant la course, il y a eu un feeling vraiment qui était vraiment agréable. Là, je l'ai eu encore, on était passé une semaine à la CCC pendant l'UTMB, et il y a vraiment un bon feeling avec Benoît. J'aimerais que tu reviennes un petit peu sur ta CCC de cette année. Donc tu disais que c'était un gros objectif, c'était l'objectif de l'année. Je le rappelle, tu finis 5e. Énorme performance quand même, parce que le plateau était juste monstrueux. On a Thibaut Garivier qui fait 1, Thibaut Barognan qui fait 2, et puis toi tu 3, Thibaut Barognan, 3 pardon, excuse-moi. Scotty Hawker 2, voilà. Et toi tu fais 5, donc est-ce que tu peux nous retracer un petit peu le film de ta CCC cette année? Ok, on va commencer du début. Vraiment l'objectif de l'année. Je m'étais mis ça en tête. Je trouvais que c'était un point de passage vraiment important dans ma carrière entre guillemets, mais je veux dire, je trouvais ça, c'était logique, c'était un temps de 10 heures, je commençais à bien assumer 10 heures,
même pour ça que je suis allé faire le Suisse, parce que c'était un temps de 11 heures, c'était un peu la dernière répétition avant la CCC, même si c'était même ma première répétition réellement. Et ouais, c'était donc vraiment le gros objectif de l'année, je l'ai bien préparé. Et donc on part à Courmayeur, là il fait tout frais. Donc j'avais pas reconnu le parcours. J'étais venu 2 semaines avant avec ma sœur, mais j'étais sorti de 2 semaines dans les Pyrénées où j'avais tellement chargé qu'en Chamonix, je me suis entraîné, mais j'ai écouté mon corps. Tu vois, je sais charger, mais je sais écouter mon corps. Et là, je faisais juste des randos avec ma sœur parce que j'arrivais plus à m'entraîner. Pour dire, 2 semaines et demie avant la course, j'étais bien KO. Bien cuit. Bien cuit, mais bon, je pense que c'est ça qu'il faut. Hein. Ouais. Et donc là, le départ, c'est à Courmayeur. Ça part sur un bon rythme, un gros rythme, parce que tout le monde sait qu'au bout de 3-4 bornes, tu sais, ça finit. Je sais pas si t'as déjà fait ou pas. Non, la CCC. Donc non. Ouais, j'ai vu que t'as fait l'OCC. J'ai fait l'OCC, ouais. Carré souvenir. Ça finit en fait en petit single qui est un peu serré. Et si t'es un peu loin, tu peux avoir un bouchon, entre guillemets, même pour ceux qui sont devant. Ouais. On essaie quand même un peu d'éviter de perdre du temps bêtement. Ouais. Donc tout le monde a envie de partir fort. Donc c'est parti assez fort, hein, on montait après, parce qu'on part ailleurs, dans la montée, il devait avoir une montée à 6-7%, j'ai vu 3,45, 3,50, j'étais là. Ouais, ça fait... Ouais, ça m'a fait un peu peur. Mais après c'est un peu calmé, mais ça montait vraiment à bon rythme. Il y avait Louis là, je me rappellerai toujours ce bruit là. Tac, 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 tac. Ah, il a commencé à sortir les bâtons au bout d'1 kilomètre là, tac, 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 tac. Ouais, et tout le monde les rit fort et ça partait, c'est bien parti. Et après le single, je me suis mis dans mon rythme, je pense que j'étais 20-25e. J'ai fait toute la montée là jusqu'au refuge Bonatti. Non, je dis toujours Bonatti, mais c'est Berton. Berton. Ouais, Berton. Je crois que je passe, je sais plus, 16 ou 18, un truc comme ça. J'étais sympa, j'étais avec Marco De Gasperi. Mm-hmm. Et il y avait Benjamin Roubiol aussi, qui est pas loin, un jeune qui a mon âge et qui a déjà commencé l'ultra. Et à mon âge aussi, je trouve qu'on se ressemble pas mal sur la précocité à ce niveau-là. Mm-hmm. Et donc on était un peu ensemble, il y avait PORL pas loin, et on met un gros rythme jusqu'à Arnouvaz, mais je fais ma course, j'arrive à bien gérer ma course. On arrive à Arnouvaz, j'arrive à voir mon frère qui a réussi à monter, me voir. Mon frère m'a déposé à Courmayeur, j'arrive à voir encore à Arnouvaz, c'est quand même important de voir du monde, pour moi c'est important. C'est clair. Et donc moi je fais un ravito express, donc j'arrive à sortir un peu à la tête du groupe. Moi ravitaillement je perds pas de temps si j'ai jamais vu. Et donc on continue encore, il me rattrape, on fait la montée tous ensemble, Perret Aurel, moi, Marco et Francesco Cucco aussi. Ouais. On fait tous cette montée. Grand col ferré, j'ai eu un peu peur parce que j'avais déjà un peu mal aux jambes. Tu sais, c'est un peu, tu te dis, oh, c'est loin et t'as déjà mal aux jambes. Tu te dis, ça va être long la journée. Ouais. Ça va être une longue journée. Mais ça va, c'est passé, on a basculé le col et là, ça commence à descendre. Et là, toute la journée dans les descentes, T'étais en forme. Ouais, j'étais bien. Montée, je sais pas trop, mais dans les descentes, vraiment bien. Je m'éclatais en descente. Ouais. Descente du Grand Col Ferré, ouais, c'est super. J'aime bien aller vite en descente quand c'est pas trop technique, mais qu'il y a un petit single et que ça va vite. J'ai vraiment adoré jusqu'à la Foulie. Donc là, je vois mon père pour la première fois. Je suis bien, je suis concentré, je suis dans ma course. Je suis un peu le regard fermé, mais parce qu'on est dans une course. Dedans, ouais, je suis dedans, je suis dans le fight. Et je repars toujours en mettant toujours un petit écart entre chaque ravito. Donc à chaque fois, ils doivent faire l'effort pour revenir sur moi. Les autres, c'est pas anodin quand même pour eux, je pense. Et là, la remontada commence, parce que j'ai fait un peu une course en remontada. Et donc je commence à remonter des places. Donc je reprends l'un ou l'autre gars, je me rappelle plus. Et après, avant Champé, je reprends pas n'importe qui quand même, Luis, Alberto Hernando. Ouais. Ça m'a vraiment fait plaisir de lui dire keep going, you can finish. C'est sympa, c'est sympa. Je suis méchant, mais c'est des petits plaisirs, faut les savourer. Faut les savourer quand même, c'est pas n'importe qui. Et quand tu vois le gars, tu te dis waouh, putain, là c'est bon. Ouais. Un en moins. Et pas n'importe qui en moins quand même, tu vois. Au départ, je me suis dit bon bah lui c'est derrière, tu vois. Et donc s'il est pas là, ça veut dire qu'il y a d'autres gars, je peux les prendre, mais lui dans ma tête, je pouvais pas le prendre à la base. Donc lui, j'étais content qu'il le reprenne. Donc j'arrive à Champé, premier ravito avec mon papa. Ouais, j'ai mis une photo là sur Instagram avec mon papa et franchement c'était un peu chaud ce ravito parce que en fait, il s'est gouré, il avait pris une mauvaise place, c'était la mauvaise marque et donc ça rentrait pas bien dans mon truc, donc on a dû faire changement de place, plein de trucs. Mais je pense même pas avoir perdu 15 secondes parce qu'on est très rodé avec mon père. Ouais. Il adore ça. C'est ton père qui fait l'assistance. Ouais. Toujours. C'est toujours et il aime. C'est sa course et
je lui impose, j'ai pas la sensation de lui, faut lui demander, mais j'ai pas la sensation de lui imposer, même on en a parlé, je lui impose pas, il l'aime, c'est vraiment un plaisir. Parfois il m'inscrivait sur des courses, parce que ça lui faisait la sortie du dimanche, donc c'est un vrai plaisir. Il m'impose pas de m'entraîner, tout comme ça, mais c'est un plaisir de me voir à fond dans la compète et faire les ravitaux, il adore. Il est stressé, il est très stressé, je le vois, il est à fond, il est carré, c'est un Alsacien, il est bien carré, donc tout est parfait et on perd vraiment pas de temps. Et là, je commence à nous voir remonter après Champé. Donc là, je commence à voir le fan club là, la première fois que je les vois. Donc il y avait Mathieu Delpech, Benoît, 2 potes du Cantal à Mathieu et le ravitailleur de Benoît, qui était bon pote avec mon père parce qu'ils s'étaient bien aidés pendant le Swiss Canyon Trail. Donc c'est vrai, il y a aussi il y a des amis entre ravitailleurs aussi. Ça, on oublie de le dire, il y a des relations entre ravitailleurs. C'est clair. Et donc là, la première fois que je les vois, à fond, ils m'encouragent à fond. Benoît derrière qui me donne des petits conseils, toujours super sympa. Et là, je commence nous voir remonter. Je reprends 2 gars, je reprends André ou Simon, donc le mec qui est dans mon team ASICS, qui est avec moi dans le même team. Incroyable, qui est diabétique et je trouve que c'est incroyable ce qu'il fait. J'ai quand même à souligner ce qu'il est diabétique et il fait des performances juste extraordinaires. Et je commence à nous voir remonter 2 places. Je vais à Trian, je me sens bien, je descends fort. J'arrive au col, là, au Fort-Clash, je commence à croiser des têtes que je connais, des mecs du team Matrix qui ont mon âge, que je vois un peu à quoi ils ressemblent. Je sais pas, je vois Rudcroft qui m'encourage. N'importe quoi, mais des petits trucs comme ça. J'ai plein de monde, mais qui me mettent la baume au cœur. Et là, je vois par exemple la première fois les mecs des Pyrénées à qui j'ai passé 2 semaines d'entraînement. On s'est entraîné beaucoup dans les Pyrénées avec ses copains. Et là, je commence à avoir pas mal de têtes. Là, ça me booste. En plus, je suis vraiment dans une dynamique de remontada. Et juste avant le ravito, je vois Stian qui sort du ravito. Je le vois, il est pas bien. Donc, je me dis, je vais manger du norvégien. Allez, après de l'espagnol, c'est du norvégien. Et ça m'a. Je vois là, je me dis, c'est trop bien. Donc je passe le ravitaillement, je le fais en super ravitaillement. Je pense pas plus de 2 minutes au ravitaillement. De toute façon, je pense que c'est pas un grand intérêt de rester longtemps. Et donc je ressors et un peu plus loin, je reprends. Il y a à nouveau encore mon fan club qui m'encourage à bloc et tout. Vraiment des encouragements incroyables. Et donc je reprends le Stian. Et là, Stian qui était, tu vois, c'est un peu comme je te disais avec Nicolas Martin qui me parlait la première fois au Ventoux. Et là, la première fois qu'il me parle, tu vois, c'est la première fois que je parle avec Stian, il me dit you look strong, en gros. Et après, je sais plus, il me dit, je crois que tu peux reprendre le gars qui est devant, il est pas bien. Et je me suis dit, putain, il me dit ça, Stian, c'est quand même pas n'importe qui. Et c'est vrai, j'ai repris le gars là qui était devant, juste un peu après. Et dans la tête, c'était super motivant de rattraper des. Moi, je suis fan de ces gars, Louis ou Stian, pour moi, c'est des légendes un peu. Et donc, je rattrape encore des gars. Donc, je pense que là, je crois que je suis donc 5ème. Et descendre sur Valorcine. Et là, il y a nouveau le fan club qui me dit que. Qui m'encourage à bloc. Et qui me dit que le podium est possible. Je joue tout pour le podium. Donc, c'est Thibaut, je crois qu'il a 3 minutes. Il était un peu moins frais que moi à ce moment-là. D'après les dires, moi j'étais pas spectateur. Et donc ça m'a vraiment motivé. Et à Valorcine, il y avait une ambiance. On passe sur un pont en fait, sur juste un trottoir où t'es serré. Et donc il y avait que du monde côté gauche là, et j'entends juste le mot Hugo. Et je croise plein de têtes du monde du trail qui dit « Allez Hugo, t'es incroyable Hugo » et tout. Et je voyais l'émotion dans certains visages d'autres jeunes trailers qui ont à peu près mon âge, qui me voyaient faire déjà de l'ultra, ou je sais pas, en tout cas, pas de la jalousie, mais ils disaient « il est sur l'ultra » et tout. J'avais un peu cette sensation, tu vois, qu'ils étaient là, admiratifs, un regard admiratif de beaucoup de monde. Et pour l'ego, je pense que l'ego est important en course d'avoir cette motivation. Et ça m'a vraiment boosté, mais un truc incroyable. Et donc je fais le ravito à Valorcine, je me rappelle même plus du ravito à Valorcine tellement j'y suis allé vite. Et je pars à fond, donc entre Valorcine et le col des montées, je reprends 1:30 à Thibaut. Donc il était à 5 minutes. Et je reprends 1:30 juste sur ça. Donc je suis parti un peu fort. Et je vais un peu le subir après. Parce que donc je monte à fond Tu veux passer par tête au vent après, je monte à fond le tête au vent, donc je reprends le 4ème. Alexandre Reitener, l'italien, même si ça fait pas très italien son nom. C'est clair. Et donc je le double, mais dans ma tête c'était 5ème ou 3ème.
c'est pas, pour moi c'était pareil, 4ème, Ouais. si je pétais, C'est pas déjà grave. énorme, quoi. Ouais, mais ouais, c'était déjà énorme, mais c'était 3ème ou 5ème. En Ouais. fait, 5ème et 4ème, c'était pareil pour moi. Le podium, c'était pas pareil. Donc Oui, j'étais bien sûr. à bloc pour le truc. Et en haut, à tête au vent, j'explose complet. Mais j'explose dans un beau cadre. Un petit coucher de soleil sur le Mont Blanc, les petits bouquetins qu'on pouvait caresser. C'était juste magnifique. Et j'explose vraiment beaucoup, mais j'ai réussi vraiment à aller jusqu'au bout, jusqu'à la fin. En plus, là, j'ai eu une bonne pensée parce que j'ai eu un copain qui a fait une pneumothorax sur la TDS 2 jours avant, à qui j'ai fait toute ma prépa. Et j'ai vraiment pensé fort à lui. En plus, c'était le jour de son anniversaire. Ah oui. La CCC. Pendant ma CCC, D'accord. c'était le jour de son anniversaire et tout. Donc, Paul Iratsoki, j'ai vraiment pensé fort à lui à ce moment-là. La Il va- première fois là où j'ai pensé. Il va mieux, là? Ouais, il va mieux. Il s'est Ouais. fait opérer et tout. Ça va D'accord. vraiment beaucoup mieux. Il est très intéressant comme Comme gars. personne. D'accord. Et donc, j'ai vraiment pensé fort à lui. Ça m'a permis de me booster. Je sais pas pourquoi. Il m'aide beaucoup. On parle parfois au téléphone. J'aime bien parler avec lui. Ouais. Et je m'arrache à fond. Bon, après, j'ai des poteaux aux jambes, donc j'avance comme je peux. Hein. Le Thibaut, je le vois à la flégère, il est pas trop loin. Je me dis encore que c'est possible alors que j'ai des poteaux aux jambes. Mais en fait, finalement, il finit plus fort que moi. Et l'Italien me rattrape à toute fin de la descente. Je seul le suivre 200 mètres. Mais je pense que j'étais un peu faible mentalement. Donc, Ouais. je sais pas où il était meilleur que moi, mais je l'ai lâché. Et je passe la dernière passerelle et j'ai 2 km dans les rues de Cham, bras tendus comme ça, et juste la larme à l'œil. J'avais jamais pleuré en trail. Et j'ai pleuré. J'avais un peu pleuré à l'arrivée du Ventoux, mais là j'ai vraiment pleuré, vraiment, vraiment beaucoup pleuré jusqu'à l'arrivée. C'était voilà, une émotion, C'est incroyable. un accueil. Mais, il y avait un monde, monde. Pendant 2 bornes, tu tapes dans les mains pendant 2 bornes, c'était juste incroyable. À l'arrivée, j'ai mes copains pyrénéens avec qui j'ai passé beaucoup de temps, je les prends dans les bras et j'oublie que j'avais pas passé la ligne d'arrivée. Je suis merde, je cours sur la ligne d'arrivée. Je sais plus, il y avait Laurent qui m'avait donné une casquette, je la jette en l'air et tout, ouais, mais c'était fou, ouais, je me contrôlais plus. Hein. Et ouais, après tu retapes dans les mains et tout, cette arrivée elle était juste extraordinaire. J'ai vu, j'y étais, moi. Ouais, tu y étais. Je t'ai vu arriver. Tu m'as vu arriver? Ouais, c'était chouette. chouette. Pas sur l'UTMB, t'es pas parti. Non. Ok. C'était chouette, franchement. C'était cool. Moi, j'ai eu mon arrivée aussi à l'OCC cette année. Ouais. Et c'est bien. incroyable. Hein. Ouais, t'es bien. C'est incroyable. T'arrives à quelle heure? Moi, je suis arrivé aux alentours de 18h, je crois. Ah ouais, sympa en plus, en terrasse, les gens et tout. Voilà. Donc c'est vrai que c'est incroyable cette sensation qu'on a quand on arrive à Chamonix. Ouais, en plus, quand t'as le travail bien fait, la sensation de travail bien fait, et ça, c'est un cumul de tout. C'est dur de garder les émotions. À qui tu penses quand t'arrives? À quoi tu penses ou à qui tu penses? Alors, moi, je cours pour moi. Ouais. Ça, je trouve que c'est important de le dire, donc je pense à moi. Je veux pas être égoïste. Hein. Non, mais. Je pense juste. Je sais même pas si je pense vraiment, si juste je suis heureux en fait. Je suis. Dans le moment présent. Ouais, j'en parle souvent. C'est marrant, on a eu. Paul Iratsoki, il a fait les Beaux-Arts de Paris et tout, donc on en parle. Quelqu'un de très posé, on parle beaucoup. Et je trouve 2 mots essentiels pour moi, c'est moment présent et équilibre. Donc ça, c'est mes 2 trucs. Donc être toujours dans le moment présent. Tu vois, toujours. Tu vois, t'es en montagne, tu fais pas ta séance de 2h30, c'est pas grave, tu vois, si t'en fais 3 heures, t'es dans le moment présent, on s'en fout, être vraiment dans le moment présent. Donc je pense pas à ce moment-là. Tu vois, par exemple, en haut, j'ai quand même sorti un peu du moment présent, tu vois, je pense à Paul. Je sais même pas si c'est bien de penser à quelqu'un, même si ça m'a boosté. Ouais. Mais c'est la première fois que je sors du moment présent pendant ma course. Mais bon, je l'ai fait juste à la fin, ça m'a donné un petit boost. Mais je trouve que rester dans le moment présent, c'est super important. Et c'est un peu une ligne de conduite. Tu vois, le moment présent, c'est super. C'est une ligne de conduite et l'équilibre. L'équilibre émotionnellement, la vie sentimentale, la vie familiale, tout, la nourriture, tout. Il faut avoir un équilibre. Le mental, tu le travailles? Alors, le mental, là, pris une belle claque niveau mental. Elle va sourire, mais c'est donc la sœur à Paul Iratsoki à qui on s'est entraîné. Donc, elle est en équipe de France de ski alpi. Et on s'est entraîné pendant 2 semaines, donc on a partagé pas mal d'heures ensemble. Et un soir, elle a fait « T'as pas de mental, toi ?» J'étais là, j'ai fait quoi? Quand même, quand on te lâche chaque, ça fait 48 heures que tu connais la personne, ça te fait mal. Hein. Et elle m'a expliqué pourquoi j'ai pas de mental. Et ouais, elle a raison. Moi, je suis très fort quand je domine une course ou quand je fais quelque chose que je n'ai jamais fait. Et j'ai donc CCC, donc quelque chose que je n'ai jamais fait, donc je suis heureux de mon travail. Donc là, je suis très fort mentalement. Ou TCAM, où je domine quand même ma course, tu vois. Je suis tout le temps en gestion, je la domine et je suis très fort dans ces moments-là. Un truc où je suis moins fort, c'est j'ai fait le trail des Gabizos avant pour commencer ma prépa dans les Pyrénées et
Là, j'étais dans le fight avec des gars mais, que je respecte, hein, mais qui me font pas forcément rêver. Je veux pas manquer de respect à Loïc Robert, par exemple, qui a gagné cette course, qui est incroyable, ce jeune homme. Mais ils font pas rêver, ils m'ont pas fait rêver, je suis pas grandi en rêvant d'eux. Et j'étais juste dans le fight, j'étais 5ème et tout. Et j'ai un gros mal de rester dans le fight quand je suis pas dans le rêve ou que je domine. Ouais. Et ça, elle m'a fait bien comprendre et ça m'a fait du bien de réfléchir sur ça. Ouais. Tu réfléchis juste ou tu y travailles et tu mets des choses en place? Non, j'ai pas encore mis des choses en place et ça, faudrait que je le fasse. Mais j'en parle beaucoup. Préparation mentale, ça t'évoque quoi? Préparation mentale, déjà la préparation mentale, faut être bien dans sa vie. Hein. C'est déjà la première prépa mentale. Si tu démarres une course et que tu as de la charge mentale, déjà c'est la première prépa mentale avant tout, c'est être bien dans sa vie, avoir l'équilibre. C'est pour ça que je reviens sur ça. Et ouais, je trouve que déjà ça c'est la première prépa mentale que tout le monde peut avoir accès. Il n'y a pas besoin de payer un entraîneur mental ou truc, c'est essayer de trouver un équilibre où on diminue la charge mentale. Et je reviens un peu sur l'entraînement, la charge mentale, je trouve que c'est quelque chose d'important. Après, la prépa mentale, ouais, je pense qu'il y a plein de choses que j'ai pas encore explorées. Je suis pas du tout professionnel sur ça et j'ai pas les compétences pour plus t'en parler. Mais il y a un travail à faire, tout de même. Je sais pas si je suis quelqu'un qui pousse le plus à mes limites ou pas, tu vois, mais je sais pas. Je sais pas si je suis allé plus loin que les autres, ça c'est dur à comparer. Mais je sais que quand je suis pas dans ma course, j'ai tendance quand même à sortir rapidement ma course. Et ça, c'est un défaut qui m'énerve, qui m'agace chez moi et que j'ai envie d'enlever. Et justement, puisqu'on parle de défaut ou de qualité, d'après toi, c'est quoi ta meilleure qualité par rapport aux autres? C'est quoi qui donne la force par rapport à tes concurrents? Meilleure qualité? Je pense que ma meilleure qualité, c'est que c'est dur à dire, mais je me prends la tête sans me la prendre. Je trouve que j'ai quand même un relâché. Je suis quelqu'un de pas très stressé dans la vie. Je crois que le seul truc où j'ai stressé, c'est le permis parce que ça coûtait cher. Je suis allé au bac, rattrapage en claquette. Donc tu vois, c'est pour dire le niveau de stress du bonhomme. Et que ma grand-mère, elle m'a fait un strap sur le doigt de pied pour faire genre que j'avais un problème au doigt de pied. C'est pour ça que j'étais en claquette. Chemise à fleurs, short. Non, mais je suis quelqu'un de vraiment pas stressé. Mais je pense que ça c'est super important dans la vie de tous les jours et tout. C'est ton caractère aussi. Ouais, c'est mon caractère, donc je perds pas d'énergie à ça. Et sur le départ, je suis concentré mais pas stressé. Et ça, je pense, c'est vraiment un de mes avantages. Et à contrario, est-ce que tu peux nous donner quel est ton plus gros défaut? Alors que ce soit physique ou psychologique par rapport aux autres. Franchement, c'est vraiment ce que je t'ai dit là, psychologiquement. Mon plus gros défaut, c'est de sortir ma course. Problème de concentration. C'est que quand je suis plus dans ma course, que je me déconcentre, je suis quelqu'un qui a du mal à me concentrer longtemps. Et rester concentré. C'est être focus. Il y a un truc de Stéphane Brognard qui avait fait un podcast. Je sais pas si c'était pas avec toi, mais j'ai un doute. Parfois, je mélange les podcasts. Ah, il a pas fait de podcast avec toi? Non, il est pas passé chez moi, Stéphane. Ok, ça pourrait être sympa. Et le truc qu'il disait, c'était, je pense à 3 trucs. Ma respiration, la prochaine rubalise et ma foulée par rapport à la pente. Et parfois, j'essaie un peu de l'appliquer. En gros, tu penses qu'à juste ces 3 trucs et tu tournes en boucle et ça suffit. En fait, t'as pas besoin de penser à plus, t'es dans l'instant présent comme ça et t'avances et t'es concentré. Mais réussir à garder cette concentration, je trouve que c'est un de mes défauts. Quand je sors, j'ai du mal à re-rentrer. Je vais pas te poser la question de comment tu dors avant une course parce que j'ai l'impression que t'as pas l'air de trop être perturbé. Comment t'as dormi la veille de la CCC? Ah bah détrompe-toi quand même. Je suis insomniaque depuis gamin. Donc j'ai toujours fait des insomnies depuis... hier, je me suis couché à 2h30, 3h. Ouais. Mais en fait, je dors beaucoup. Et tout d'un coup, j'ai besoin de faire une nuit où je dors pas grand-chose. C'est un peu bizarre comme rythme de vie, mais à force, je m'y suis habitué. Mais la veille de la CCC, la veille de course, je dors super bien toujours les veilles de course. Je comprends pas pourquoi, mais je dors super bien les veilles de course. J'ai dormi comme un petit bébé. Si tu avais un conseil à donner pour l'alimentation, alors on sait très bien que c'est particulier et que chacun a ses propres secrets, mais toi, ce qui marche bien pour toi sur l'alimentation, c'est quoi? Tous les jours, tu vas dire? Sur une course, sur un ultra notamment. Sur une course, je trouve sur un ultra en particulier, chose basique, 0 sucre, 75% de la course. Vraiment, moi ma règle d'or, c'est pas de toucher à 1 gramme de sucre pendant au moins 80% de la course. Vraiment, le coca au bout du deuxième ravito, je trouve ça très dangereux. Moi, si
Je crois que s'il y a une règle d'or que je me mets, c'est 0 sucre. Éviter l'hypoglycémie réactionnelle. Ouais, c'est ça. C'est ça, un peu. Ouais, le but de ne ça. pas prendre de sucre, c'est ça, ouais. Et pour le ventre et tout, je trouve. Ouais, je pense que c'est la règle d'or sur l'ultra. Ouais. Moi, en tout cas, c'est ma règle. Moi, c'est ma règle d'or. D'accord. Et il n'y a pas de souci à ce niveau-là, au niveau alimentation, hydratation, toi, il y a tout qui passe Bah, moi, je mange les boulettes de riz. Ouais. Donc, si vous voulez la recette, c'est du riz, du jambon, de l'huile d'olive, du sel. En fait, je me suis dit un jour, je veux manger ça pendant les courses. Donc, j'ai pris tout ça, je l'ai mixé dans un mixeur et j'ai fait des boulettes un peu comme dans Kung Fu Panda. Je sais pas si tu vois. Ouais. Et je l'ai mis dans l'alu. Faut laisser refroidir le riz quand vous le mettez dans l'alu, si jamais. Parce que sinon, l'alu colle au riz et vous bouffez de l'alu pendant la course. Très bon et conseil. ça se conserve pas très longtemps. Faut le faire la veille de la course ou 2 jours avant. D'accord. Et je mange ça. Je mange ça pendant 80% de la course. Et là, j'ai commencé un peu à regarder dans les produits de bébés. Je trouve ça sympa. Ils font de la bonne nourriture pour les bébés. C'est vrai. Ouais. Et ouais, bah c'est tout en purée, c'est tout facile à mâcher. Ouais. Parce que moi, je peux pas C'est mâcher. facile à digérer. Facile à digérer. Donc, je pense explorer un peu les nourritures à bébé. Si tu devais en retenir un seul, je sais que la question va être dure, c'est quoi ton plus beau souvenir de trail? C'est un peu évident. Ouais, franchement, là, il y en a qui auraient eu du mal à répondre, mais là, tu vois, tu m'aurais posé cette question il y a 4 semaines, j'aurais même pas pu. Je sais pas la réponse que je t'aurais donnée, mais là, c'est la CCC. C'est évident. L'arrivée de la CCC, quand je prends mon père et ma soeur dans les bras, tu peux voir tu vois, mon fond d'écran, c'est ça maintenant. Ouais, je confirme. C'est ma soeur, elle a le même fond d'écran. Et ouais, l'émotion, c'est l'arrivée à la CCC, quand j'ai les deux là dans les bras, là, c'était juste incroyable, et que j'ai mon frère après dans les bras. Vraiment le partage, et j'ai vraiment senti tout le soutien, toutes les années de soutien aussi, parce qu'ils me soutiennent à fond, mes parents, ils sont vraiment à fond derrière moi. Ils adorent, mais ils sont à fond, hein, vraiment à fond. Et donc, l'arrivée de la CCC. Le trail, le sport le plus collectif de tous les sports individuels. Ouais, et je pense que ça, c'est vraiment vrai, je peux le dire. En venant du basket, je trouve que le basket, c'est le sport le plus individuel. De tous les sports collectifs. Avec le foot aussi. Ouais, le basket, c'est quand même pas anodin. Quand même, je veux dire, on n'a qu'un ballon pour 5. Ouais. Et tout le monde veut se démarquer. Moi, je suis le premier à avoir été individuel. Hein. Je veux pas dire le contraire, mais ouais, je trouve que le trail, je trouve ça plus collectif que le basket. Ça, c'est dit. Est-ce que tu peux nous donner ton pire moment de trail? Ouais, j'avais eu cette question, je me suis dit que j'avais posé. Je savais pas quoi répondre parce que pire moment, c'est un moment grave. Pas forcément. J'ai eu aucun moment grave dans le trail. J'ai pas vu de trucs qui m'ont fait pleurer, je veux dire, qui m'ont amené de la tristesse. Après, mon moment où je trouve que c'est les moments de claque, hein, qui m'ont fait du bien. Donc, tu vois, quand en France de montagne à Reims-Marsous, je me prends une petite claque. Ah, t'as pas ce niveau-là, tu vois, et ça, c'est pas les pires moments, mais c'est des grosses remises en question. Je crois que le plus dur, c'était marrant, c'était ouais, c'est ça, c'est le trail du Ventoux. Je faisais le 6 km. C'était pour préparer la France de montagne. Donc il y a souvent pas mal de petits jeunes sur le 16 bornes, je sais pas si tu remarques, mais tu regarderas les résultats. Il y a souvent pas mal de bons petits jeunes qui se mettent sur la course. Alors je me suis dit, ouais, je vais faire pareil. C'est un peu la YCC de. Ouais, c'est ça, en début d'année, tu vois. Et c'est exactement ça. Et ouais. Je finis 3, mais je me prends une bonne raclée par Dylan Ribeiro. Et je me suis dit, waouh, putain, t'es loin. Et là, tu vois, quand tout le voyage retour de Bédouin jusqu'à chez moi, il y a 2 heures de route. En plus, il y a Orelsan qui était dans la voiture. C'est pas le mec qui te remonte le plus au moral, même si je l'adore. C'est clair. Et ouais, ça m'a fait bien réfléchir. Ça m'a mis des belles claques. Et je trouve, mais c'est important. C'est important de se prendre des claques un peu. Est-ce que tu peux nous parler de ton moment extraordinaire? Est-ce que tu vois le concept? C'est un moment unique lié au trail, pas le plus beau, mais le plus atypique. Putain, j'en ai raconté 2 beaux quand même déjà. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Ouais, c'est vrai, j'aurais pu me passer de cette question. Ouais, franchement, ouais, ces 2-là, ils sont déjà quand même. C'est vrai que c'est du gros niveau. Ils sont cocasses, ils sont bien drôles. Ouais, je pense quand même, ouais, je sais pas si j'ai plus quand même. J'en ai pas à l'appel des anecdotes. Peut-être j'en aurai un qui m'arrivera un jour dans la tête, mais là, j'ai pas. Là, t'as déjà bien fait le taf, ouais. c'est clair. Quels sont ton ou tes rêves de trail? Mes rêves de trail, bah. Un de mes rêves, c'est marrant, j'aime bien le dire, c'est d'être dans 25 ans, 30 ans, faire une petite course de village à côté de chez moi et partir tranquille et taper sur les fesses d'un minot et lui dire allez, suis, accroche.
Je te jure, c'est un truc, je me dis toujours, j'aimerais trop faire ça. Accroche. On l'a tellement fait. T'es où? T'es où, accroche, allez. Sinon, plus sérieusement, on rêve de faire une carrière pleine. Ça, j'ai bien envie que avoir. Pas qu'on se dise que c'est le mec qui a commencé l'ultra à 21 ans et que dans 2-3 ans il va arrêter. J'ai déjà entendu ça, je vais pas dire qui, mais j'ai déjà entendu ça de gens bien respectés dans le milieu, ça m'a fait un peu mal. Et Je te coupe, mais comment tu le vis ça, quand t'entends ça? Je vis bien parce que je viens du basket et que le trash talk. Et que t'as une boucherie, t'es un boucher? Je suis un boucher et que ouais, j'adorais trash talker les gens. Donc si les gens savent pas ce que c'est le trash talk, je vais quand même dire ce que c'est. On va dire, c'est titiller, c'est agacer l'autre par la parole. Donc c'est un peu c'est voir ses points faibles et lui dire déstabiliser. Ouais, le déstabiliser, c'est ça. Ouais. Mais à la fois, j'ai eu pas mal d'écho par rapport au fait que je commence ultra jeune et ça m'a pas déstabilisé plus que ça. Je suis quand même quelqu'un qui est solide sur les appuis. Ouais, je pense pas solide. Je laisse passer beaucoup. Je pense pas être quelqu'un de très solide quand même. Je pense pas gérer super bien les problèmes, mais je laisse beaucoup passer. Je laisse passer, ça survole. Comment tu vois ton avenir déjà dans l'année 2022 là? Comment tu vois comment ça va se passer pour toi? L'année 2022, c'est pas vraiment encore clair. Ouais. Parce que déjà mon année 2021 est pas finie. Là, je vais faire Madère pour finir ma saison. Bon, ça, il y a des gens qui vont dire 4ème ultra dans l'année à 21 ans. Mais j'ai une bonne réponse quand même sur ça, c'est quand même que déjà, moi je peux courir toute l'année. Ouais. Je fais beaucoup de vélo, donc même si on pourrait dire que je cours toute l'année, vraiment je fais beaucoup de vélo, beaucoup de muscu, beaucoup de yoga, beaucoup de sport à côté. Et j'ai commencé en février, mais à chaque fois je mettais un écart entre tous les ultras, donc février, mai, août. Ouais. Non, plutôt début juin, août, et là ça va être novembre. Donc, ça sera quoi? Ce sera le Mute, donc le 115 7000. Ça va être le plus long que. J'ai fait Madère. Ouais, Madère. Ouais. Donc déjà je vais faire cette course, voir comment je tiens quelques heures de plus. Et la saison prochaine, je sais pas, je pense revenir sur l'événement UTMB parce que je trouve que c'est juste incroyable. J'ai vraiment envie de revenir sur l'événement. J'hésite encore entre la TDS et l'UTMB. Ouais. Ouais, peut-être faire l'UTMB à 22 ans, ce serait cool. Et ouais, j'ai bien envie de faire sur l'UTMB après. Ouais, j'hésite encore. C'est pas encore décidé. C'est pas encore décidé. Et des courses type Grand Raid Réunion, tout ça, tu y penses plus tard ou... Ah ouais. C'est dans ma liste. Hein. Ouais. J'ai Hard Rock, UTMB, Diag. C'est le trio. C'est le triptyque. C'est le triptyque qui m'a fait commencer le trail et qui me fait vraiment rêver. Et que parfois le jour où il fait un peu moche pour aller s'entraîner, je pense à ces 3 petites belles courses. La Western, non? Sans moi. Ça court trop. Ça court trop. Pourtant, je suis pas mauvais, je sais courir quand même, mais. Pas en sprint. Pas en sprint. Ouais, mais ça va, c'est pas un sprint de 160 barres. C'est sûr. À part quand on s'appelle Jim Wamsley. Ouais, Jim, c'est vrai. J'ai l'impression qu'il sprint, il vole. Jim, c'est à 19 à l'heure, tranquille. Il sprint pas, il vole. Tranquille. Non, mais ouais, elle m'a pas fait rêver cette course encore. J'ai pas eu J'ai envie de l'essayer parce que je trouve qu'il faut goûter à tout. Et j'aime bien expérimenter plein de trucs. C'est pour ça que je me suis mis à ultra, mais les courses courtes sont pas finies, hein, ça c'est clair. Hein. Peut-être je finirai ma carrière sur du format marathon. Ça, je me suis toujours dit que je m'enlevais pas la possibilité de descendre en distance. Mais je la ferai la Western. Ça, je pense, je la ferai un jour. Mais c'est pas elle qui me fait rêver tous les matins. Bon, tu commences à t'inscrire pour pouvoir y participer dans 8 ou 9 ans? Ouais, c'est vrai qu'il faut commencer. Ils font pas des trucs, il y a pas des passe-passe, des trucs comme ça? Je sais pas. Ça va peut-être évoluer prochainement, on verra. Qui tu souhaiterais entendre dans le podcast? Alors, pas forcément quelqu'un de connu, quelqu'un de ton entourage. Je t'en ai parlé là un peu avant, c'est Paul, c'est ça? Paul, ouais, il est artiste peintre. Ouais. Donc il a fait les Beaux-Arts de Paris. Ouais. Et donc il arrive à concilier vraiment. Je note, ça fait, je préfère noter à chaque fois, j'oublie. Ok, vas-y. T'inquiète. Je t'en parlerai encore, j'aime bien parler de lui. Sa sœur en a marre que je parle de lui. Paul comment? Iratsuki. Ah, c'est un basque alors? Ah, c'est un petit basque. Et ouais, il combine passion du trail et de la peinture. Ouais.
à merveille. Et il a un beau texte, faudrait que j'ai pris en photo, je te le montrerai après, je le connais pas par cœur, mais je l'avais lu, il m'avait vraiment chamboulé son petit texte. Et ouais, et il puise beaucoup d'inspiration pour la peinture dans la course à pied et vice versa. Donc, D'accord. C'est vraiment quelqu'un de très intéressant et c'est un super bon coureur. Il fait 4ème à Skyrun en 2018. Ah ouais. Donc c'est quand même pas un mauvais coureur, mais sa passion première c'est la peinture. Ouais. Et le trail vient après. Tu l'as rencontré où, Paul? Je l'ai rencontré au Trail Factory Ah oui, à la finale. Pardon. Et ça a matché direct. Ouais. Direct ça a matché à fond et c'était en novembre, il voulait m'inviter pour son nouvel an, pour te dire 2 mois après, alors que ça faisait... on s'est connus 24 heures. Il y a eu il y a eu quelque chose, quoi. Ouais, il y a eu quelque chose. Je pense que tu as déjà connu des gens comme ça. Gens, c'est direct. Hein. De toute façon, c'est oui ou non parfois. Hein. Là, c'était oui. C'était complètement oui avec Apollo. Ok, on le salue. Est-ce que tu aurais un dernier sujet à évoquer ou un message à faire passer? Ouais. Non. On va pas dire une phrase banale quand même. Stop la guerre. Ouais, non. Ouais, je pense que le sud c'est le meilleur spot pour être bon en trail. C'est vrai. Ah bah t'es pas mal loti là. Hein. C'est pas mal. Hein. Ouais, la RPI Varois, on y est bien. Hein. C'est pas connu, mais c'est un super bel endroit. C'est vrai qu'il n'y a pas d'événements. Alors je vais peut-être faire crier un peu tout le monde, mais pas de gros événements majeurs dans le coin. Non, pas dans le Var. Pas dans le Var. Pas dans le Var. On pense quand même au trail de Noël, à Olioul. Tu connais le trail de Noël de Olioul? Le trail des morts aussi. On pense à tous ces événements-là, mais ça reste des événements quand même à taille. À taille réduite. Ouais, d'association, comme dirait Poletti, qui était bien. C'est pas professionnel encore. Il n'y a pas d'organisation professionnelle avec des grosses courses. Pourtant, la zone géographique est juste magique. Hein. Et j'ai des petites idées par rapport à ça. Je peux pas en plus en dire, mais j'ai des petites idées. T'as des petites idées? Ouais, j'ai une petite envie de faire quelque chose avec mon frère qui vient de finir ses études, on a envie de monter un beau projet par rapport à ça. Écoute, tu nous en diras plus. Tu peux pas nous en dire plus là? Ah ça fera bien visiter le Var. C'est vrai? Ah ouais. Ah, donc ça sent la longue distance. Ça. Hugo, il me regarde avec un air de... On s'est compris. On arrive à la fin de notre entretien, de notre interview. C'est des questions rapides. Donc tu me réponds par des réponses courtes et sans arguments. Ah, je connais tout, hein. J'en ai écouté des podcasts. Ah oui, mais bon. Après, le problème, c'est que il va falloir que je... Ah, c'est gentil. Merci. Je sais que c'est une réponse rapide en plus. Il va falloir que je renouvelle mes questions rapides. Du coup. Parce que je les connais en avance maintenant. C'est ça. Ton plat favori après la course? Pizza. Ta boisson favorite après la course? Le jus de raisin. Jus de raisin? Je sais pas, c'est une passion, le jus de raisin après la course. Avec ceinture, coupé ceinture. Jus de raisin coupé ceinture. Ouais, pourtant en plus j'en bois souvent pendant la course, mais j'adore ça. Et parce que t'adores ou parce que c'est juste pour la récup? Non, c'est juste... Jus de raisin coupé ceinture. Non, ceinture encore, pas obligé, pas le plaisir pur. Mais jus de raisin bien frais, je sais pas, c'est un plaisir. Le seul qui arrive à boire une bière après la course, et pourtant je suis pas anti-alcool, mais je sais pas comment vous faites. Hein. Moi ça passe pas. Mais ouais, jus de raisin, je trouve ça super. On a bu un superbe jus de pomme à l'arrivée d'un trail récemment, c'était exceptionnel. Mais en fait je dis jus de raisin, mais ça peut être un jus de pomme. Ouais, un bon jus, je trouve ça super bon après une course. Donc c'est bien, très bien, sans argument, c'est parfait. Gel, bar, les deux ou aucun des deux, tu préfères? Aucun des deux. Aucun des deux? Boulette de riz. Boulette de riz. Du début à la fin. Où je vais mixer avec de la purée pour bébé là que je fais gonfler. En fait, je sais pas si tu connais les céréales, tu mets de l'eau et je remplis dans des compotes. C'est comment ça s'appelle? Ouais, t'as des enfants donc. Ah oui, j'ai une fille et elle mangeait que de ça au début. Voilà. Ah, j'ai un truc de mémoire. Les ils vont manger que ça. Je te dirai, je t'enverrai un texto après. Donc fait maison ou industriel, donc on a compris que c'était fait maison. Hein. Grosse rafale de vent ou grosse averse de pluie? Le vent, parce que bon, il y a le Mistral gagnant ici, donc grosse rafale de vent. Vous avez pas beaucoup de Mistral par rapport à chez moi. Non. C'est vrai? Ah, on en a. Ouais, je pense quand même moins que chez toi à Salon, mais. Pas à Salon, c'est à côté. Ouais. Mais on en a. Ouais, il y a des jours je peux pas faire de vélo. Hein. Quand je regarde les jours où je fais du vélo, je regarde le vent. Hein. Je regarde pas la météo, je regarde pas la pluie. C'est le vent qu'on regarde ici. Tu préfères les racines ou le verglas? Faut le racine. Hein. Le verglas, il y en a pas ici, je connais pas. Tu préfères courir de nuit ou de jour?
Ouais, bah 2 jours, mais 2 nuits exceptionnellement en fait. C'est un peu, ouais, c'est une petite cerise de temps en temps, mais 2 jours, ouais, je préfère 2 jours. Tu préfères, quand tu cours, tu es plutôt podcast, musique ou rien du tout? Bah c'est musique et podcast, ça dévarie entre les deux. Ouais. Ça dépend mon ambiance, mais c'est entre les deux. Quand c'est tranquille, c'est podcast. Quand j'ai envie de me mettre un peu du rythme, c'est musique. Pareil, moi je suis pareil que toi. Ouais. Tu préfères courir seul ou accompagné? Tu y as répondu la dernière fois. Accompagné, ça c'est un plaisir. Vraiment le partage avant tout. Mais vraiment, c'est important, le partage d'entraînement, essentiel. S'il y avait une course à gagner, ça serait l'UTMB, le Grand Raid, donc la Diagonale des Fous, ou j'ai un trou de mémoire. La Hard Rock, pardon. Tu voulais pas dire le trail de l'Escarel, c'est celle de chez moi là. Tu as dû le gagner. T'as dû le gagner déjà J'ai celui-là. gagné ex-aequo avec Yann Pesson. C'est vrai? Tu dois le connaître, ouais. Yann Pesson. Ouais. Ouais, je fais ex-aequo souvent là. Bah pour moi c'est l'UTMB. À ce jour c'est la plus... Ouais, je trouve que j'ai quand même un esprit compétiteur. Et pour l'instant là où il y a le plus haut niveau c'est l'UTMB, donc l'UTMB. Ok. Hugo, merci beaucoup pour ces 1h30 passées ensemble. C'est cool. Maintenant il n'y a plus qu'à aller courir un peu pour voir ce que tu vaux. Apparemment t'as un petit niveau, donc on va essayer de voir ça. Non, blague mise à part, merci beaucoup pour cette transparence, pour ta bonne humeur et puis pour toutes les anecdotes que tu nous as racontées. Merci à toi Nico et désolé Nicolas Martin. Salut. Allez, salut. Passe une. On vous dit à très bientôt et puis. Allez, salut Nico. Salut. Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez passé un agréable moment en compagnie d'Hugo Deck, que je remercie de m'avoir reçu dans son domicile varois et avec qui nous avons passé un agréable moment. Si vous souhaitez nous rejoindre sur les réseaux sociaux, rien de plus simple, je vous laisse rechercher Let's Try le podcast sur Facebook ou Instagram. Vous pouvez également me suivre sur LinkedIn ou Strava à Nicolas Guilleneuf. N'hésitez pas également à vous inscrire à la newsletter mensuelle dans laquelle il y a la liste des invités et les dernières nouvelles du Let's Try podcast. J'espère vous retrouver pour un prochain épisode du LTP. Et d'ici là, n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut. Oh Hugo, accélère un peu là. Putain, qu'est-ce que tu fous? Je t'attends depuis tout à l'heure. Ouais, il est pas mal ton coin. Hein. C'est bien? Ouais. C'est cool. J'ai gardé les... T'as gardé pour la fin. le meilleur pour la fin?